Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 pour votre émission Le Grand Forum en ce jeudi. Nous sommes le combien aujourd'hui, le 8 septembre, bienvenue à tous avec pour m'accompagner un retour, celui de Yasser Louati, président du CJL. Comment ça va mon Yasser? Bonjour tout le monde, bonjour Christophe, très bien et toi? Ah bah ça fait plaisir de te revoir, qu'est-ce que tu deviens mon Yasser? Bah écoute, toujours le même, le travail, l'actualité qui nous met la pression, mais toujours là. Eh ben oui, bah écoute, je suis ravi de te retrouver mon Yasser. Non, parce qu'il y a des gens qui m'appellent à l'heure d'émission, ils sont extraordinaires, ils connaissent pas, ils savent pas encore que Christophe à partir de 16h il faut plus l'appeler, hein. Céline Bory, merci. Nous sommes également avec Mam, la belle histoire. Bonjour Mam. Bonjour à toutes et à tous. Alors Mam, aujourd'hui tu vas être dans ton rôle habituel avec deux rendez-vous. On en reparlera évidemment, bien entendu, tout à l'heure. Ça me soulage. Ça te soulage? Ça tombe bien. Absolument. Sofiane Garbaoui, il est journaliste et il est directeur d'une agence allemande. Comment ça va mon Sofiane? Bah écoute, depuis la semaine dernière, c'est ça? Oui, depuis la semaine dernière. Comment ça va? Ça va, fatigué un peu. Le changement climatique. Pourquoi les Allemands ils te fatiguent? Non, les Allemands travaillent. Ah oui, ils travaillent, ouais. Ils travaillent, mais le changement climatique, ça fatigue. Hein. Mais tu sais qu'ils viennent pomper toute autre essence là, à la frontière, hein. C'est pas bien ça. Ah, on le fait bien avec les Suisses, avec les Espagnols, avec chacun son tour. Hein. Bon, alors, messieurs, soyez les bienvenus. Voici le programme pour votre émission. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Tout à l'heure, la belle histoire du jour, c'est-à-dire la chronique de fin d'émission. Sans nul doute, Mam sera très inspiré aujourd'hui pour nous résumer cette émission. Le quiz, bien entendu, en fin d'émission. La battle aujourd'hui. La battle qui opposera Yasser Louati à Sofiane Garbaoui. Il y a ce mot d'ordre qui commence à monter sur les RS à propos de la Coupe du Monde au Qatar. Faut-il la boycotter? Et vous pourrez évidemment jouer les arbitres, les amis. Poutine qui est sorti aujourd'hui, enfin hier plutôt, une nouvelle fois avec une déclaration. Personne n'arrivera à isoler la Russie, c'est ce qu'il a dit. On en débattra tout à l'heure. Le zapping, sans oublier Mam pour la belle histoire d'un générique. Et aujourd'hui, on va parler d'un générique d'une chaîne, mais on va remonter très très loin en arrière, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est moins qu'on puisse dire. Même moi d'ailleurs. Et puis on va parler aussi dans un premier temps, en débat bien sûr, la nouvelle réforme du chômage. Ça a été présenté hier en Conseil des ministres. Alors on va tâcher d'y comprendre, moi j'ai rien compris. En fait, est-ce que nous a expliqué Olivier Véran? Peut-être que Sofiane et Yasser vont être plus persuasifs. Non mais je parle pas de Véran. Hein. Oui, bah écoute, on essaiera de comprendre ce qu'il a voulu nous dire. Moi j'ai rien compris. On en reparlera tout à l'heure. Sans oublier les clins d'œil aujourd'hui. Clin d'œil d'un film qui est actuellement au cinéma. Que j'ai pas vu mais qu'on m'a fortement conseillé, du coup je vous le conseille. C'est signé d'ailleurs de deux réalisateurs marocains. Et ça fait vraiment un carton en ce moment. C'est des belgo-marocains, exactement. Et ça s'appelle Rebelle. Et puis on remontera aussi un petit peu en arrière, puisqu'un 8 septembre en 1978, il y a eu ce qu'on a appelé le Vendredi Noir à Téhéran. On en reparlera évidemment. Et puis, pour commencer, c'est le fait du jour les amis, c'est parti. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Yasser, Sofiane, amis auditrices, auditeurs, je voudrais vous raconter ce qui s'est passé hier à Nice. C'est le fait du jour et c'est ce refus d'obtempérer qui se multiplie. Alors, c'est un chauffeur qui a fait des zigzags extrêmement dangereux pour les automobilistes sur la voie rapide. C'est ce que dit le premier adjoint en charge de la sécurité de Nice, monsieur Anthony Boré.
Il y a donc un équipage de police de la BSR, la brigade de sécurité routière, qui s'est mis alors à sa poursuite. Le véhicule s'est engagé dans la rue Henri Matisse, une rue bien connue pour les Niçois, a fait un demi-tour devant le véhicule de police, a percuté le véhicule. D'ailleurs, sur la vidéo, on voit que le véhicule de police est abîmé. À 2 occasions, il l'a fait et s'est échappé bien sûr à ce blocage. Et c'est à ce moment-là qu'un des fonctionnaires de police, 23 ans, descendu sur la chaussée, a tiré une fois en arrêt cardiaque. Le conducteur, qui est d'origine tunisienne, a succombé à ses blessures. Et en 24 heures, ça fait quand même 2 personnes qui ont été tuées par des policiers lors de contrôles de police. Que pensez-vous de cette nouvelle affaire, de ce refus d'obtempérer? Est-ce qu'il faut montrer du doigt le policier qui, rappelons-le, est en garde à vue? Il a été placé en garde à vue, c'est la procédure, en fait, par les GPN, entendu par les GPN, bien entendu. Alors ça commence à faire beaucoup cette histoire. Est-ce que, Yasser Louati, tu trouves que la police a la gâchette facile? Je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est quand même Amnesty elle-même qui compare la police française aux polices européennes, et elle est de loin la plus violente. Elle n'est pas la plus violente parce que ses membres sont intrinsèquement plus violents, mais c'est déjà le recrutement qui pose problème. Je veux dire, une note de 5 sur 20 suffit pour recruter un policier. Deuxièmement, le tout répressif qui s'est instauré comme une doctrine, surtout qu'il y a aussi depuis Christophe Castaner, il y a eu un changement de doctrine, ça a été celle du aller au contact. Le troisième point, c'est aussi les armes qui sont utilisées, souvent des armes létales, et on ne parle pas de ce qui est utilisé en manifestation. Par exemple, les grenades de désencerclement qui ont été utilisées. On a vu les ravages avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc oui, il y a un problème, et ce n'est pas la première fois qu'un gamin de 23 ans sort son arme et tue quelqu'un avec un badge de police. On l'a vu aussi avec le drame qui a eu lieu sur le Pont Neuf. Alors les policiers sont montés au créneau, le pauvre est ravagé, mais il a quand même tué des personnes avec son arme de service. Alors, donc la question qui se pose, c'est déjà comment est-ce qu'on recrute, comment est-ce qu'on forme, et quels sont les mécanismes pour que la police rende des comptes. Mais le sentiment d'impunité, là je vais laisser la parole à mon confrère, le sentiment d'impunité au sein de la police est exacerbé par ce qu'on appelle l'IGPN, qui est composé d'anciens policiers qui surveillent des policiers. Donc il y a fondamentalement un problème avec la police, aussi bien dans son rapport à la violence que son rapport à la population. Alors je précise que l'automobiliste en question était sans permis et qu'il était à bord d'une voiture volée, c'est ce qu'on nous précise. Sofiane, pour autant, la police, c'est vrai, a peut-être la gâchette facile. Elle nous a expliqué le problème de recrutement, Yasser Louati, qui le pointe du doigt. Mais pour autant, je veux dire, on a quand même, visiblement, d'après ce qu'on nous dit, un chauffard qui est dangereux, qui est susceptible de créer peut-être un accident, qui visiblement a du mal à conduire. Je pense que là, il n'y a pas lieu d'avoir une polémique. Il y a l'officier de police. Alors, concernant la garde à vue, il faut savoir que la garde à vue, souvent dans ces cas-là, même si ce n'était pas un policier, on le fait pour protéger aussi l'individu lui-même contre d'éventuelles représailles ou autre chose. Hein. Donc, il faut surtout qu'il soit entendu et qu'il s'explique, non ? Deuxièmement, moi je pense qu'il n'y a pas à avoir de polémique. Le policier a fait ce qu'on lui a appris à faire, d'accord ? Le délinquant, parce qu'il faut appeler, malheureusement il est décédé, et donc la mort d'un être humain est toujours brutale pour ses parents, etc. Mais la personne s'est mise aussi en condition de ne pas répondre à des injonctions de s'arrêter. Il aurait pu lui-même tuer d'autres personnes. Il aurait pu être un danger pour d'autres personnes. Et voiture volée, pas volée, etc. C'est cette façon que certains ont d'utiliser le véhicule des fois comme une arme. Comme une arme. Voilà. Ouais. Donc, moi, je trouve qu'on polémique beaucoup sur ce cas-là, parce que ce cas-là, il rentre vraiment dans les cadres légaux. Par contre, ce que disait mon cher ami aussi avant, il a raison. On recrute... Avant, il s'appelle Yasser. Yasser, voilà. Ce qu'il disait avant. Ouais. Non, mais t'inquiète pas, Yasser, il m'a appelé Gérard avant l'émission, donc tout va bien. C'est ce que disait mon ami avant. Oui. D'accord ? Mon ami Yasser avant. La problématique, c'est la problématique de recrutement. La durée de la formation, il faut savoir qu'on est passé de 2 ans de formation à 6 mois. Donc, on ne peut pas former quelqu'un en 6 mois comme on le forme en 2 ans. Donc, il n'y a pas de débat à avoir sur ça. Et aussi, cette façon de voir la police comme un outil au service du politique. Or, la police, elle est là pour répondre à une organisation régalienne que l'État doit mettre en place. Ouais. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la police sert des intérêts politiques, des agendas politiques, et les policiers eux-mêmes sont traversés par tous les courants de la société. D'accord, mais Sofiane et Yasser, pardon, mais
quand on n'a rien à se reprocher, que la police vous demande de vous arrêter, on vous arrête, vous arrêtez. Non, quoi, mais je veux dire. moi ce que je te dis, pour moi, ça s'est passé dans les règles de ce qu'on appelle les règles de mise en sécurisation. Alors, de il la s'est voie passé publique. aussi autre chose à Rennes, Yasser, à Rennes, il y a 2 jours là, où effectivement il y a eu un refus d'obtempérer, et sauf que c'est la passagère qui a été tuée, une balle perdue visiblement, alors que lui, le chauffard, est grièvement blessé. Et là, pour le coup, voilà. Alors, on entend sur les plateaux. Juste pour rapporter ce qu'a dit un certain Jean Messia, le comique de service. Quand on est avec. C'est un comique dangereux, quand même. Voilà, c'est ça. Quand on est avec un voyou, on en subit les conséquences de voyou. Yasser, c'est ça aujourd'hui, la police, elle n'est pas capable d'arrêter. Alors, c'est vrai que c'est facile pour nous aussi de le dire sur notre siège, bien tranquillement. Mais quand on est en pleine action, peut-être que voilà, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, on a quand même une multiplication de refus d'obtempérer. Oui. Christophe, on parle quand même Bon, déjà, je fais aussi un rappel, comme l'a fait Sophie dans l'instant. Déjà, là, il faut d'abord garder en tête que la police nationale, telle que nous la connaissons, est née sous Vichy. D'accord ? Oui. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est une institution qui n'est pas là pour protéger la veuve et l'orphelin. C'est une institution qui est là pour protéger le pouvoir politique. Deuxièmement, pour en revenir à ce que disait ce fasciste de Jean Messia, d'ailleurs, je veux dire, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas prononcé son nom que ça m'érisse les poils. Pour commencer, est-ce qu'on n'est pas censé juger la police selon des normes qui sont plus élevées que celles qu'on applique à des voyous? Nous avons là une institution qui représente, soi-disant, la République. On donne des armes létales à des individus qui sont censés la représenter. Donc, en quoi est-ce que être dans le véhicule qui appartient à une autre personne vous condamne à mort? L'autre problème qui se pose, c'est qu'on ne voit pas cette violence de la police. On sait toujours qu'elle s'exerce envers des populations spécifiques. Cette utilisation de la violence et de tirer à tout va pour un refus d'obtempérer, je me doute que ce soit appliqué ou applicable dans des quartiers où les enfants ou les jeunes qui sont contrôlés par la police sont des fils d'eux. Maintenant, je ne vais pas minimiser le fait qu'une personne se serve d'une voiture et qu'il puisse mettre en danger la vie d'autrui. Je dis juste que comment se fait-il qu'on met sur la voie publique des personnes mal formées, 23 ans, bien mal formées, il vient de sortir et de l'école, au préalable quoi, recrutées avec des critères qui sont extrêmement bas. Et en plus, lorsqu'il tue une personne, on demande des comptes à la personne qui a utilisé son arme, on se met immédiatement à tuer le personnage qui s'est déjà fait tuer. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne est victime de violences policières, qu'elle décède ou pas, immédiatement, c'était un voyou, c'était le copain d'un voyou, il n'avait pas à être là, Yasser, etc. je pense que quand même, on ne peut pas polémiquer sur le fait que là, il y avait ce qu'on appelle les règles d'engagement étaient respectées. Donc, il n'y a pas de violence policière. Je ne pense pas que la personne a choisi de tirer. Je parle de ce... Non, je parle de ce cas, moi, spécialement, parce que moi, là où je te rejoins, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent, alors surtout les syndicats policiers qui pour des raisons électoralistes, purement électoralistes, n'arrivent pas à comprendre leur rôle dans l'institution et qui sont là juste pour gérer les blâmes et compagnie et puis faire transférer le copain de la copine et la copine du copain. Là, ce qui s'est passé à Nice, malheureusement, c'est 23 ans, donc c'est-à-dire que le gamin vient d'arriver, je pense, en poste, ça c'est premièrement. Deuxièmement, y compris les anciens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, normalement, vous avez ce qu'on appelle les heures de tir. Pourquoi ? Parce que plus vous maîtrisez votre outil de travail, donc entre autres un pistolet, et plus vous pouvez viser, par exemple, une calandre, un pneu ou autre. Aujourd'hui, dans l'année, les policiers peuvent tirer 2 balles. Et encore. Oui, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait l'économie sur la formation, sur le suivi, effectivement, et on en paye aujourd'hui les conséquences. C'est un problème au recrutement et à la formation, et c'est un problème pour le maintien des compétences. Le maintien des compétences, on est d'accord. Moi, je pense que ce jeune-là, parce que pour avoir quand même fréquenté, avoir interviewé des policiers, etc., et je vous promets, c'est pas tous des salauds. C'est pas tous des fascistes. C'est pas ce qu'on dit ici. Non, excusez-moi. Je parle de ce qu'on entend autour. Ouais. Il y a des gens qui veulent faire bien leur travail, etc. Mais le pouvoir politique, parce que moi je mets en accusation le pouvoir politique, parce que son rôle à lui, c'est de créer cette défiance vis-à-vis de la police. Tu veux dire qu'on a donné un permis de tuer à la police Non, aujourd'hui ? c'est créer la défiance. C'est créer la défiance entre la population et sa police. Parce que cette police-là, elle est là pour la population d'abord. Mais quand on crée la défiance, qu'est-ce qu'on crée ? On crée des milices
et le policier devient milicien. Il devient plus policier. Ouais. C'est pas le même métier quand on est milicien et quand on est policier. Voilà pour en tout cas ce fait du jour, refus d'obtempérer. Alors on nous dit qu'apparemment en France il y aurait un refus tous les 20 minutes. C'est pas vrai. Ça me paraît beaucoup quand même. Non, c'est pas vrai. J'aimerais bien d'où ils sortent ces statistiques-là, sérieux. Mais ça veut dire quoi c'est quoi un refus d'obtempérer? Ça veut dire quelqu'un qui refuse de s'arrêter à un contrôle de police. D'accord, 20 minutes, tu fais tous ça. Les 20 minutes. Alors tu fais ça par jour, d'accord, par jour, par an. Et tu fais ton... C'est-à-dire qu'il y a quoi en France? Il y a 300 000 policiers qui font la circulation. Il faut arrêter. Dans un instant, Yasser Louati, Sofiane Garbaoui avec nous sur France Maghreb 2. Les clins d'œil en ce 8 septembre sur France Maghreb 2 dans le LGF. C'est le nouveau rendez-vous évidemment depuis la rentrée du 29 août dernier sur France Maghreb 2. A tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Jeudi, nous sommes le 8 septembre avec aujourd'hui Sofiane Garbaoui, journaliste et directeur d'agence de presse allemande, Yasser Louati, président du CJL, c'est le comité Justice et Liberté pour tous. Le CJL qui s'en sort avec ses procès, mon Yasser, c'est fini? Ou c'est en cours? Non, toujours 3 mises en examen pour nos enquêtes et nos investigations. Donc, vive la République qui incrimine ceux qui révèlent ce qui ne va pas dans son administration. Voilà, en tout cas le CJL, évidemment, que vous pouvez retrouver sur les réseaux et le site aussi, hein, cjl.org, bien sûr. .ong, pardon, cjl.ong. Mam aussi est de la partie, il écoute, il scrute évidemment, et puis il fera sa petite revue de presse tout à l'heure de cette émission, et puis on le retrouvera pour parler de l'histoire, la belle histoire d'un générique. C'est un nouveau rendez-vous aussi dans cette émission. Nouvelle formule pour cette nouvelle saison, 12e saison du LGF aux alentours de 17h. Pour l'heure, c'est les clins d'œil sur France Maghreb 2. Les clins d'œil à une actualité, les clins d'œil à un artiste, les clins d'œil à un film, les clins d'œil à ce que vous voulez. En tout cas, en 1978, messieurs, dames, le 8 septembre, c'est un vendredi noir qui se déroule à Téhéran. Des heurts violents entre l'armée et les manifestants qui font quand même 180 morts en une seule journée, selon un bilan officiel. Écoutez ce petit reportage illustrant ce qui s'est passé ce jour-là. C'est un reportage de la télé belge. Le 8 septembre 1978, des milliers d'étudiants se rassemblent sur la place Jaleh à Téhéran. Ils protestent contre le pouvoir en place, le régime autoritaire du Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, et réclament son départ. L'armée ouvre le feu et tire à vue, faisant de nombreuses victimes. Ce vendredi noir marque le paroxysme d'un mouvement de contestation qui agite le pays depuis 8 mois. Le nouveau monarque entend moderniser l'Iran pour en faire une puissance influente sur la scène internationale. En 1963, il met en place un vaste programme de réformes économiques et sociales. Les infrastructures se multiplient, les femmes s'émancipent et l'Iran s'occidentalise. C'est la révolution blanche. Mais des voix ne tardent pas à s'élever contre le régime. Elles dénoncent les inégalités sociales de plus en plus profondes, la corruption qui ne cesse de progresser, les atteintes à la Constitution et les affronts faits à l'islam. Les fêtes démesurées organisées par le monarque achèvent d'exaspérer la population. Le Shah reste pourtant sourd à la colère du peuple et mène une politique de plus en plus autoritaire. Je crois que je dois accomplir quelque chose. En une décennie, le pays se transforme en une véritable dictature. Les prisons se remplissent et la SAVAK, la police secrète, exerce une répression impitoyable. Pendant ce temps-là, l'ayatollah Khomeini souffle sur les braises pour que la révolution éclate et que soit renversé celui qu'il appelle le tyran. Voilà, un extrait de ce reportage donc de la télé belge pour parler de ce vendredi noir en 1978. Cher Yasser, un petit commentaire? Mais on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a... déjà, bon, il faut quand même se rappeler que l'Iran avait déjà connu un renversement, un coup d'État contre Mossadegh qui avait nationalisé le pétrole. Lui, bien sûr, était perçu comme anti-occidental. Par contre, lorsque le Shah... Enfin, le père du Shah. Bref. C'était son Pardon ? père. C'était son père qui avait créé la dynastie Pahlavi. Ouais. Et on voit bien que lorsque ce régime-là devient une dictature et se met à réprimer sa propre population, on s'étonne que par la suite, une autre révolution est courte, celle qui a mené à l'arrivée au pouvoir de Khomeini. Donc, honnêtement, j'ai vraiment une réticence à regarder l'histoire de d'autres pays à travers les lentilles de lecture occidentales, parce que
À chaque fois que ces populations-là se soulèvent et mettent en place un régime qui n'est pas pro-occidental, ces pays deviennent automatiquement des pays parias. Ouais. Par contre, lorsque les régimes en place réprimaient leur population, mais avaient un tropisme pro-occidental, là, bien entendu, ils étaient les bienvenus. Donc oui, les Iraniens ont tous les droits de commémorer le Vendredi noir et bien entendu de ne pas oublier les contributions occidentales qui ont fait que le régime du Shah a duré plus qu'il n'aurait dû. Ouais, Sofiane. Ouais, je dirais pas plus. Effectivement, ce fut un Vendredi noir parce que c'est quand même la première fois où le Shah a donné l'ordre à son armée de tirer à balles réelles sur les 180 morts selon un bilan officiel. Hein. Et même plus. Oui, c'est pour ça que je dis officiel. Par contre, il y a une autre date, le 8 septembre 1951, et qui est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors pourquoi je dis ça? C'était la signature du traité de San Francisco entre les États-Unis, l'Inde, la Birmanie, la Corée du Sud et le Japon. C'était à ce moment-là où le Japon a recouvré son indépendance vis-à-vis de la tutelle américaine. Donc c'est quand même des dates comme ça, et c'est pareil, c'est des dates qui sont oubliées dans l'histoire. Et comme tu disais, Yasser, et ça je te rejoins complètement, on a tendance à regarder ce qui se passe dans l'histoire avec ce prisme européen qui se veut être le référentiel qu'on doit tous suivre. Alors, autre clin d'œil, c'est un film actuellement qui est sorti le 31 août au cinéma, un film de Adil Belarbi et Bilal Fallah, un film qui apparemment est sorti au cinéma donc depuis le 31 août et qui apparemment crée beaucoup d'émotions à chaque fin de séance, visiblement ce secoue des larmes des spectateurs qui sont en larmes. Je propose d'écouter la bande-annonce. C'est l'histoire d'un Belge qui part en Syrie, qui est recruté par Daesh, et il paraît que la fin est assez fabuleuse. Kamal Wazaki est une célébrité locale. L'été dernier, il s'est rendu en Syrie comme agent humanitaire. Un jour, tu seras fier de moi. Tu es mon fils. Je t'aime. Je vais partir un petit moment, mon petit frère. Regarde. Comme lui, Abou Bakr al-Belgiki. Le trafic مني. Donne-toi un Ouais, Kamal, on se parle régulièrement. Il est où? Je peux pas dire exactement, tu vois, parce que c'est une zone de guerre là-bas. Filme! T'as compris, tu filmes! أنت واحد منهم طول مصايب. I'm just trying to survive. Like you. عندي خويا واحد نسيم خويا صغير عمي سيم. Je veux venir, je vais être avec toi, Kamal. Tu vas faire partie de cette vidéo. Comme bourreau, comme victime. À toi de choisir. Le film s'appelle Rebelle et c'est actuellement au cinéma et donc ça dure 2h15 et c'est vraiment poignant. Les gars, vous pouvez y aller, hein. Franchement, voilà, j'ai des gens que je connais très bien qui sont partis, qui sont très critiques et qui m'ont dit franchement que c'était un film extraordinaire, absolument à voir. Donc qui plus est, 2 réalisateurs marocains. Il faut aller absolument le voir et encourager ce film. C'est actuellement dans toutes les salles de ciné en France. Voilà, ça nous vient de Belgique, c'est un beau produit. Donc allez-y. Et puis tiens, puisqu'on en est dans les clins d'œil aussi, c'est en 1991 la mort d'un Brad Davis. Ça vous dit quelque chose, Brad Davis, messieurs? Non. Non. Ah bon, bah, si je vous dis Midnight Express en 1978. Oui, voilà. Donc c'est un acteur américain qui nous a quittés en 1991, donc Brad Davis. Dans un instant, on va tâcher de comprendre ce qu'a voulu nous faire comprendre le gouvernement au travers du porte-parole Olivier Véran concernant la réforme du chômage. Apparemment, elle se veut plus juste, nous a-t-il dit. On va tâcher de comprendre un petit peu. Il nous a tenté de nous expliquer le mécanisme qui rentrera en vigueur d'ici 1 an. Ça a été présenté en Conseil des ministres. On décrypte tout cela dans un instant avec Yasser Louati et Sofiane Garbaoui sur France Maghreb 2. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum.
Le LGF, merci d'être avec nous. La battle, tout à l'heure, vous pouvez voter d'ailleurs sur le grand forum FM2 sur Twitter. À la suite de différentes annonces d'ONG, mais aussi de certains députés qui appellent à quelques semaines maintenant de coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ça va faire bizarre d'ailleurs de jouer la Coupe du Monde en plein hiver. À la boycotter pour diverses raisons, et c'est pas les raisons qui manquent. L'hiver, c'est pas partout en plein hiver. Hein. Ouais, non, mais d'accord, mais chez nous, en plus, en plein milieu de championnat, ça chamboule un peu les calendriers, mon Sofiane. Et alors bah oui, non, mais je te donne l'info, moi après, faites ce que vous voulez. La Coupe d'Afrique, quand on veut la faire, il faut pas que nos joueurs y aillent parce que le championnat européen se fend. Maintenant, on fait une Coupe du Monde au Qatar, et ben on change. Hein. Alors, tout ça pour dire, est-ce qu'il faut la boycotter, cette Coupe du Monde, comme en fond lance des appels sur les réseaux sociaux, comme certaines ONG, comme Alexis Corbière, par exemple, député, nous le demande. Bien, Yasser est plutôt pour, hein, l'appel au boycott. Sofiane est contre. Ils en débattront tout à l'heure dans une battle. Évidemment, vous pourrez faire vous aussi les arbitres, bien entendu, sur France Maghreb 2. Pour l'heure, je voudrais qu'on parle de la réforme de l'assurance chômage. Au menu du Conseil des ministres, c'était hier matin. Le système actuel est prolongé, mais il y a du changement en vue dans un an, avec une idée majeure: répondre aux difficultés de recrutement en faisant évoluer les conditions d'indemnisation des chômeurs en fonction de la conjoncture. Écoutez Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui a tenté de nous expliquer. Vous allez me dire si vous avez compris quelque chose. À terme, nous voulons rendre l'assurance chômage plus incitative et plus protectrice. La bonne santé de notre marché du travail, c'est l'occasion de mener des réformes que notre système attend depuis longtemps et qui permettront d'atteindre le plein emploi. Lorsque la période est propice au plein emploi, lorsqu'il y a beaucoup d'emplois disponibles à pourvoir, eh bien, le régime de protection d'assurance chômage doit être plus incitatif pour aller chercher un emploi. Et à l'inverse, si nous devions connaître à nouveau, nous ne le souhaitons pas évidemment, des périodes de chômage plus intenses que celles que nous connaissons aujourd'hui, alors le régime doit assurer la protection de celles et ceux qui ne peuvent pas accéder au marché du travail parce qu'il n'y en aurait pas de disponible. Incitative et protectrice, le texte qui sera débattu au Parlement le mois prochain. Donc c'est très rapide. Yasser, ça te parle? Est-ce que cette manière de voir les choses paraît faisable? En fait, moi, quand j'entends Véran ou le reste du gouvernement parler de mesures incitatives ou que l'assurance chômage doit être plus incitative quand il y a des postes à pourvoir, moi, je comprends coercitive. C'est par la contrainte qu'on veut renvoyer les gens vers des boulots et personne ne prend en compte au sein du gouvernement, et pas seulement celui-ci, même ceux qui l'ont précédé, les conditions de travail, les salaires, le coût de la vie, le coût des transports, et ils poussent à cette réforme, ce deuxième volet de la réforme initié déjà il y a un an, en situation où nous avons une inflation galopante, une crise énergétique qui pointe le bout de son nez et une contestation sociale qui est en train de s'organiser. Moi je dis franchement au gouvernement, bonne chance, allez-y. Ouais. Mais en tout cas, on ne peut pas croire un instant que le gouvernement qui tente à faire croire que les gens ne veulent pas travailler et donc il faut les contraindre à retourner au travail en réduisant leurs allocations au même moment où nous voyons bien que les salaires sont gelés depuis maintenant plusieurs années, que le coût de la vie n'a cessé d'augmenter et qu'en même temps, le gouvernement reste sourd quand on leur dit oui, sauf que quand on est ouvrier et beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à avoir une retraite pleine, ils ne veulent rien entendre. Donc, qu'on y aille. Ouais, mais on nous dit Yasser. Moi, j'ai rien compris. Moi non plus, j'ai pas compris grand chose. C'est en fonction en fait de la conjoncture. C'est ce qu'on nous dit. Les règles seront pas les mêmes selon que l'on soit dans une période plein emploi ou pas. Et c'est ce qu'on est en train de nous expliquer. Pour autant, est-ce qu'il faut quand même pas faire évoluer cette allocation chômage ou cette manière de voir les choses? Parce qu'il y a quand même aujourd'hui, je vous le dis clairement, il y a des gens qui gagnent moins en allant travailler. Si tu prends en considération les frais de transport, les frais de garde pour les enfants, si tu es payé au SMIC, crois-moi qu'il y a des familles qui se retrouvent à être plus confortables en n'allant pas travailler qu'en allant travailler. Ça leur coûte, en fait. Non, c'est pas vrai. Christophe, ça, c'est les arguments qui sont martelés aussi bien par la droite que par le MEDEF. Bon, en tout cas, tu me diras, le gouvernement Macron aussi. On vit quand même dans un pays où on a 3,3 millions de précaires. D'accord? Donc, qui dit précaire, et crois-moi, moi je l'ai été, hein. Mon premier CDI, je l'ai eu passé 35 ans. Ça veut dire du moment, et pourtant j'ai fait des études, etc. Toute ma vie, j'ai été précaire. CDD, intérim, chômage, etc. Donc maintenant, on veut nous faire croire que
soi-disant, certaines personnes, en cumulant les prestations sociales, s'en sortiraient mieux, bah forcément, oui. Si on touche une allocation et qu'on paye moins cher ses transports et qu'on a le droit à l'appel, etc., forcément, au bout du bout, on paye moins. Mais quand celui qui travaille, pourquoi est-ce justement, on ne réévalue pas les salaires? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas en sorte que la valeur travail soit récompensée? Donc, on ne peut pas d'un côté maintenir les salaires à un taux historiquement bas par rapport au coût de la vie et dire à ceux qui sont justement dans une situation où on a une aide sociale qui me permet de pouvoir garder mes enfants, par exemple, non, le criminel, c'est vous. Je rappelle en même temps que ce même discours qui est à criminaliser ceux qui reçoivent des prestations sociales, et encore une fois, c'est faux de croire que les chômeurs ne veulent pas aller travailler. C'est faux. Il y en a, Yasser. Non, mais pas. Il y en a. Mais pas tant que ça. Non, mais il y en a des chômeurs qui veulent pas bosser. Arrêtez. Oui, mais ils veulent pas être du populisme. Là, tu peux pas me dire. Non, mais ils veulent pas. Non, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas être des esclaves. Oui. Non, mais bien sûr. T'es payé au tire-boulette. Tu fais les horaires que les autres t'imposent. T'as pas de vie familiale ni rien. Bah oui, bien sûr que je vais pas y aller, mon frère. Non, c'est bien ce que je dis. Si j'étais formé, non, mais si j'étais formé en tant que mécanicien, pourquoi tu veux que j'aille faire la planche? Non, mais c'est bien ce que je dis. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont plus confortables à toucher les allocations de chômage en n'allant pas travailler qu'en allant travailler. Je connais très peu de chômeurs qui font la fête tous les soirs. Hein. Non, mais je parle pas de la fête. Je te parle de gens qui, quand tu cumules les gardes d'enfants. Tu prends l'argument à l'envers là. Non, mais tu cumules quoi? Mais tu cumules quoi? Tu cumules quoi? Les APL, excuse-moi Yasser, les APL ont été baissés, d'accord? Les indemnisations, elles sont toutes divisées par 2. Tu cumules quoi? Tu cumules quoi? Tu cumules laisse-moi répondre. Tu cumules quoi? Oui, tu cumules quoi? Quelqu'un qui touchait à l'époque 400 € d'APL, aujourd'hui touche 90 €. Sofiane, voilà, merci. Quand par exemple, tu vas travailler pour un salaire minimum, c'est-à-dire le SMIC, d'accord? Que tu dois faire garder ton enfant. Ça coûte cher, tu sais, de faire garder son enfant. Tu le sais, ça. Voilà. Quand tu dois prendre ta bagnole pour aller bosser, le carburant, franchement, au bout d'un moment, tu fais tes calculs. Il te reste pas grand-chose à la fin du mois. Voilà. Alors que si tu restes à la maison avec tes allocations chômage, tu es plus confortable. Non, c'est pas vrai. Parce que tu vas pas utiliser l'essence. Des gens qui gagnent pas beaucoup. Hein. Mais non, parce que tu vas pas utiliser l'essence parce que tu utiliseras pas ton véhicule. C'est pas parce que tu ne veux pas tu fais l'économie de la voiture, tu fais l'économie du transport, de la garde. Non, t'es obligé. Parce que tes enfants, tu les gardes. Tu veux les mettre où, tes enfants? Tu les gardes. Donc tu les gardes, donc tu payes pas. C'est ce que je te dis. Tu payes mais c'est pas une économie que tu fais. T'as une obligation, c'est un choix. Soit tu nourris tes enfants à la fin du mois, jusqu'à la fin du mois, soit tu les nourris pas. C'est ça que ça veut dire. C'est pas je fais une économie parce que je vais gagner de l'argent. Tu gagnes pas. Il y a des secteurs, excusez-moi, il y a des secteurs, par exemple dans le bâtiment, dans la restauration, ils cherchent du boulot, ils cherchent des gens pour travailler. Bien sûr. Mais quand ils vont à tous les patrons, ils vous disent mais ils veulent avoir quelqu'un de 21 ans. Ils veulent avoir quelqu'un de 21 ans avec 22 ans d'expérience. Bon, Yasser, pourquoi il trouve pas? Payé au SMIC. Pourquoi il trouve pas, Yasser? Tu me poses la question, tu me laisses pas répondre, donc moi je vais arrêter. Vas-y, réponds, mon vieux, vas-y. Depuis tout à l'heure, je te dis que tu prends l'argument à l'envers. Ça veut dire qu'on a tellement dévalorisé la valeur travail. On a tellement comprimé les salaires qu'une personne qui travaille ne peut pas joindre les deux bouts. Tu me dis maintenant, le bâtiment, la restauration et moi qui va du transport aérien, allez, même l'aéroport, d'accord? On cherche des... Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à recruter? C'est bien parce que les salaires sont trop bas et les conditions de travail ne sont pas équivalentes au salaire. Donc tu ne peux pas dire à une personne qui a fait des études ou qui a été formée pour un métier spécifique, ah mais ça recrute là-bas, il faut que tu y ailles. Tu sais, toute proportion gardée, tu sais, la plupart des dictateurs aussi sont arrivés à avoir le plein emploi. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés? Tu réduis les salaires au ras des pâquerettes, et ensuite tu les obliges en leur disant vous n'aurez aucune prestation. Tu vas avoir quoi? Des travailleurs pauvres. C'est le modèle allemand qu'on nous encense du matin au soir, des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à se payer le loyer et qui vivent dans leur voiture. C'est exactement ce qui se passe depuis maintenant 2 ans aux États-Unis, avec la grande démission qui a commencé en plein Covid. Les gens travaillent, ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, ne serait-ce qu'en payant un loyer. Donc, là, maintenant, il faut prendre le problème à l'envers et dire au patronat, avec le CICE et avec toutes les aides que vous avez cumulées qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros
plus l'évasion fiscale qui se chiffre à 100 milliards par an, pourquoi est-ce que les salaires n'ont toujours pas été revalorisés? Et pourquoi est-ce que dès qu'on met la question des salaires sur la table, elle est automatiquement balayée d'un revers de main? Donc Christophe, de grâce, il ne faut pas répéter ce que la droite répète depuis une trentaine d'années. Non, je répète pas la droite. Il vaut plus être au chômage. Mais non, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Je vous prends, moi, des gens que je connais autour de moi. Je veux dire, je suis dans le concret, moi. Je suis dans mais le tartare, les gars. tu connais combien de personnes vous non plus. Non, mais vous n'êtes pas le baromètre. Non, mais nous, on se prétend pas être le baromètre. Ouais, bah écoute, voilà. Tu connais combien de personnes qui veulent pas travailler parce que ça leur fait plaisir? En tout cas, moi, je te dis, il y a des jeunes aujourd'hui, ils veulent pas faire du travail de saisonnier, par exemple, parce que c'est super mal payé. C'est beaucoup trop d'heures. Tu es en train de répondre, mais tu réponds et du coup, on est obligé d'aller chercher de la main-d'œuvre en Tunisie. Ouais, mais tu réponds à ta propre question. Beaucoup trop d'heures et très mal payé. Donc c'est une question. Alors, si je il n'y a pas que le salaire. Il n'y a pas que le salaire. Quand tu as fait un bac plus 5, tu vas pas faire les vendanges. C'est une question de salaire. Mais non, il n'y a pas que les salaires. Il y a le respect aussi du savoir-faire. On paye un savoir-faire. On paye une disponibilité. On ne paye pas les gens juste pour se faire plaisir de les payer. À ce moment-là, on prend des esclaves, ça revient encore moins cher. Ouais. Maintenant, quand quelqu'un a fait un bac plus 5, tu vas l'envoyer faire les vendanges? Bah, si c'est pour payer ses études, pourquoi pas? Non mais Christophe, là non mais franchement, là c'est vraiment un discours populiste mais à deux balles. Je peux pas dire à personne. Yasser, pendant tes études, t'as bien travaillé, non? Non, c'est pas la même chose. On parle pas de la même chose. On parle des gens qui sont au chômage, c'est-à-dire les gens sont au chômage, et ils sont pas en train de faire des études. Si tu parles pour aller faire des vendanges. Moi, je connais combien de personnes qui ont été faire les vendanges pour payer leurs études. Ouais, mais ça c'est des gens qui ont un avenir, ils sont en train de construire leur avenir. Là, on parle de gens qui travaillent, qui sont en poste, etc. Qui a un bac plus 5 et qui est obligé d'aller faire les vendanges parce que sinon on va lui enlever ses allocations. Sofiane, bouge pas, on va prendre quelqu'un qui travaille à Pôle emploi. Ça tombe bien. Jamel. Oui, bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour Jamel. Alors toi, tu travailles à Pôle emploi, tu peux nous le dire. Il y a du taf ou pas? Vraiment, Jamel. Alors, Pôle emploi, oui et non, il y a du taf. On a des secteurs qui sont en tension, on a les métiers de la santé qui sont en tension, on a les métiers de la sécurité. Je sais que sur le 95 et même sur l'Île-de-France, c'est un gros plan d'action qui est lancé. Parce que voilà, va falloir former les gens, parce qu'on a le Grand Paris, parce qu'on a les populations qui viennent, on a les Jeux olympiques, on a les Jeux qui arrivent. On a pas mal de choses. D'accord, on va former Jamel. Attends, laisse-le parler. Non, j'écoute la question. Juste une question. C'est-à-dire qu'après les Jeux olympiques, on aura besoin de moins d'agents de sécurité. On est bien d'accord. On en fait quoi? Moi, c'est les questions que je soulevais. Mais on a énormément de personnes qui veulent faire ce métier de la sécurité. Donc les montées en compétences, c'est plutôt pas mal. Oui, mais Jamel, quand on écoute Yasser et Sofiane, ils nous disent que le problème aujourd'hui du chômage serait réglé, en tout cas en grande partie, si on augmentait déjà les salaires. On n'a pas dit ça, Christophe. On n'a pas dit ça. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit ça, Christophe, c'est pas vrai. Bon, alors, plus également le respect, les conditions de travail, etc. C'est ce que vous avez dit. Tout à fait. Bon. Je suis tout à fait d'accord. Jamel. En fait, le chômage, en fait, il faut avoir une certaine flexibilité pour traiter le chômage, puisqu'on a des couches de population qui ne sont pas pareilles. Donc, balancer, moi, ce que je dis, même au boulot, on a des trucs qui sont... Pôle emploi, déjà c'est un animal à deux têtes entre ACDIC et NPE. Et en plus, derrière, on a un aspect statistique. On a le ministère du Travail au-dessus. On a un aspect statistique. Moi, c'est un aspect que... Moi, je traite pas des chiffres, moi. Je j'aide des gens. Moi, mon but, c'est d'aider des gens. On a des gens qui sont diplômés Bac plus 4, Bac plus 5. Ouais. Et j'en ai qui me disent, moi, il me faut un boulot alimentaire. Et moi, j'ai quelqu'un qui est parti prendre un boulot d'employé en employé de libre service. Parce que voilà, dans sa branche, on ne trouve pas. Et puis t'as aussi des jeunes qui débarquent. Qui ont fait des burn-out. Ouais, mais Jamel, t'as aussi des jeunes qui débarquent, qui sortent des études et qui se disent, moi, je travaille pas à moins de 3 000 €. Exact. Bah, écoute. Les jeunes, en plus on a quelque chose qui est sorti au 1er mars, le CEJ, le contrat d'engagement jeune. On leur donne, si éligible, 500 € pour les aider, c'est de l'intensif, et c'est plutôt pas mal. Mais un jeune qui arrive avec un diplôme, moi, il n'y a pas que les jeunes, hein. Il n'y a pas que les jeunes. Moi, j'ai des gens qui viennent et qui ont certaines prétentions salariales. Je peux les comprendre. Mais moi, mon devoir, c'est aussi de rappeler à la réalité. Moi, je fais le grand écart entre les deux, et c'est sûr que quand on arrive, on n'a pas d'expérience, on demande 3 000 €. Les domaines, on est prêt à payer 3 000 € net, je parle bien en net, hein, 3 000 € net ou même brut. On peut même mettre le brut. Là, ils sont très très restreints. On est d'accord. Ouais. Donc, il faut refaire un petit ménage et
Et je pense qu'il faut pas non plus personnaliser de trop, mais être un peu plus logique. D'accord, merci mon Jamel en tout cas pour... Tu vois, Véran, il a dit quelque chose que personne n'a écouté. Il a parlé d'assurance chômage. Ouais. Tu sais, une assurance, d'accord? Elle te dit pas dégage parce que tu veux pas travailler ou un truc. Une assurance chômage, elle est là pour prendre en charge quand les conditions sont remplies, c'est-à-dire tu perds d'emploi, etc. Déjà, l'accès à l'assurance chômage, déjà, il est compliqué parce que là, moi, je suis en train d'écouter, oui, ça coûte quoi? Sur les 4 millions de chômeurs qui sont inscrits, il y a moins de la moitié qui sont indemnisés. Bon, on continue d'en parler dans un instant avec vous au 01 40 33 9000. Vous êtes peut-être patron d'entreprise. Dites-nous les difficultés que vous avez peut-être à recruter ou vous êtes au contraire au chômage et vous avez du mal à trouver du travail. Appelez-nous 01 40 33 9000. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Yasser Louati, le président du CJL, Comité Justice pour tous, avec Sofiane Garbaoui, journaliste et directeur d'agence de presse allemande, avec Mam, qu'on va retrouver dans un instant pour la belle histoire des génériques, pour revenir un petit peu en arrière, et on va parler d'une chaîne historique, et un générique d'un JT notamment, et on a Chouchou qui est avec nous au 01 40 33 9000, une fidèle du LGF, qui veut nous parler de son cas, les gars. On est dans le concret là, on écoute les gens, on parle de l'assurance chômage. On parle de cette réforme du chômage qu'entend mener le gouvernement. Ça a été présenté hier en Conseil des ministres. Alors, pour résumer, ce sera selon la conjoncture. Si on est dans du plein emploi, on va un petit peu durcir un peu les règles. Et si on est dans une crise où justement il y a moins d'emplois, on va adoucir les règles concernant le chômage. Si j'ai bien compris en tout cas, et je pense que c'est ce qu'a tenté de nous expliquer Olivier Véran, qui est en pleine aujourd'hui et qui revient un peu en arrière. Vous avez suivi d'ailleurs sur l'effet des masques. Là, il présente à limite ses excuses. Bon, il a un livre à vendre, hein, c'est normal en ce moment, en disant voilà, on s'est trompé sur les masques en 2020. C'est ce qu'on appelle des excuses payantes. C'est ça. Chouchou est avec nous. Bonjour Chouchou. Bonjour. Bonjour. Alors, racontez-nous votre cas, ma chère Chouchou. Ben, moi, j'ai travaillé dans la restauration, en cuisine. Et à chaque fois, on parle de la restauration comme on parle des travailleurs comme étant des feignants, ou à chaque fois on parle des jeunes comme oui. Chaque génération, on dénigre les jeunes de toute façon, toujours la même chose. Mais dans la restauration, je suis désolée, moi je faisais entre 60 et 70 heures par semaine, mais les heures n'étaient pas payées. Les heures supplémentaires n'étaient pas payées. Donc j'étais payée 35 heures. Mais en 35 heures, mais c'était un SMIC hôtelier, donc j'étais rémunérée à un SMIC inférieur. J'étais pas payée au SMIC que tout le monde connaît. Ouais, mais là c'est de l'esclavagisme là. Ah mais oui, carrément. À l'époque, je gagnais 850 € pour travailler 60 et 70 heures par semaine. Et en plus, on n'embauche pas une personne pour faire le travail d'une personne. Non, en fait, on embauche une personne pour faire le travail de 2 voire 3 salariés. Il y a même des établissements, des restaurants où il y a des serveurs qui donc font le service en salle, doivent passer ensuite en cuisine pour nous filer un coup de main, et nous, on part à la plonge pour faire la plonge. Ouais. Donc, il y a ça aussi, il faut arrêter de traiter, je parle pas de vous, hein, mais de certaines personnes qui parlent des gens comme étant des feignants, des feignasses. Non, on est payé au lance-pierre. Moi, j'ai fait une dépression à cause de ça, parce que je travaillais 70 heures. 70 heures, on paye même pas les heures supplémentaires. Mon neveu, lui, il n'y a pas si longtemps que ça, il voulait devenir serveur, en attendant de trouver autre chose. Mon neveu a 22 ans, donc c'est pas un feignant. Mon neveu a 22 ans, il s'est dit, je vais travailler dans la restauration. Moi, je lui ai dit ce que j'ai subi. Il m'a dit, ça a peut-être changé. Donc, il est devenu serveur. Et le patron lui a dit, d'entrée, le premier jour de travail, il lui a dit, je te préviens, je te payerai pas les heures supplémentaires. Ici, c'est comme ça.
Et après, ils disent qu'il n'y a personne pour les postes. Merci Chouchou, c'est un bon témoignage en tout cas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, la France choisit, au lieu d'augmenter les salaires, d'aller chercher de la main-d'œuvre étrangère, comme c'est le cas, par exemple, pour les Tunisiens, pour la restauration et pour remplir leur saison, puisqu'il leur manquait énormément d'emplois. Non, mais c'est un plan plus large. C'est précariser le prolétariat. Parce que tu vas mettre en concurrence des pauvres contre des pauvres. Parce que les gens qui vont ramener, c'est pas des bacs plus 10, hein. Ouais. On va ramener des serveurs. Mais en plus, on enlève la main-d'œuvre que la Tunisie a besoin aussi dans ce secteur. Oui. Alors, voilà, la France vient servir en quelque sorte. Il faut. Ça, c'est une vieille tactique colonialiste, capitaliste, tout ce que tu veux, qui est de créer des tensions entre les pauvres. Ouais. Alors, quelle serait la meilleure réforme, la plus juste, la plus juste en fait finalement, Yasser? On augmente les salaires, première chose. On améliore les conditions de travail, deuxième chose. On fixe des règles par rapport aux heures supplémentaires. Qu'est-ce qui serait la meilleure règle selon toi? Parce que c'est bien beau de critiquer, mais il faut proposer. On régule aussi l'actionnariat. Il faut que la valeur travail, encore une fois, troisième fois que je le dis, il faut que ce soit la valeur travail qui prime. Or, c'est la valeur capitale qui prime aujourd'hui en France. Et on ne peut pas expliquer que des entreprises, d'un côté, reçoivent des subventions publiques et délocalisent ou bien licencient en masse, et en même temps, alors que les salaires n'augmentent pas, on entend à chaque fois que les dividendes payés pourraient couvrir 2 fois le budget de l'assurance chômage. Donc il y a un moment, il faut vraiment se poser la question, quelles sont les valeurs qu'on tente de protéger? Est-ce qu'on tente de protéger la rente qui ne revient qu'à une poignée, ou est-ce qu'on tente de protéger le travail et qui est en fait détenu en tout cas par l'écrasante majorité de la population? C'est pas une question d'une mesurette ici ou là, c'est qu'est-ce qui prime d'abord. Et l'économie telle qu'elle est, encore je vais même prendre un exemple par rapport à si on veut comparer entre la France et l'Allemagne, l'économie française, son architecture repose sur des grands groupes. Ce n'est pas une entreprise qui favorise les PME, ce n'est pas une entreprise qui favorise encore moins le salariat. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, qu'on ne confonde pas travail et salariat. Mais ça, c'est un autre débat. Pour comparer maintenant avec l'Allemagne, lorsque le chancelier ou la chancelière allemande part à l'étranger, vous avez une armada de PME. En France, lorsque le président, le monarque français va à l'étranger, il y a une dizaine de PDG. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'économie ne travaille pas pour les PME, elle travaille pour les grands groupes, les mêmes qui sont accusés d'écraser et de comprimer les salaires et de ne pas payer leur part d'impôts. Donc non, encore une fois, Christophe, ce n'est pas une question de mesurette ici et là, c'est de revoir qu'est-ce qui prime en France. Sofiane, rien à rajouter? Après, il faut que l'État soit à son tour, ne soit pas payé quand je paie quelqu'un. Dans une entreprise, quand tu payes un salarié, il faut savoir que tu payes l'État aussi. Oui, il y a ce qu'on appelle des charges. Non. Non, on appelle ça alors, ça dépend. Si on est à droite, on appelle ça des charges. Si on est à gauche, on appelle ça des cotisations. D'accord? sauf que aujourd'hui, quand même, le constat est fait. Parce qu'il faut savoir que sur un salaire, il y a 67% de charges. Or, ça, c'est censé contribuer au développement des hôpitaux, des enseignants, enfin, de payer les enseignants, payer les hôpitaux, les policiers, tout ça. Mais il est évident que cette pression sur les salaires, parce que plus tu augmentes, parce que moi, j'ai discuté avec beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent, moi, je veux bien augmenter mon salarié, mais je ne peux pas l'augmenter, parce que si je lui donne 1 euro, je vais payer 1 euro. Assommé par les charges, quoi. Voilà. Ça. Ouais. Mais le problème, c'est que en même temps, on est en train de dire qu'il faut réduire tout. On réduit l'investissement dans les hôpitaux, dans l'enseignement, etc., parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc là, je rejoins notre ami Yasser qui a expliqué que quand même, en France, il y a à peu près 10 grands groupes qui vivent de la rente. C'est le fameux 440. Alors 440, c'est juste un système où il y a tous les jours, il y a 4 grandes entreprises qui rentrent dans le calcul d'une sorte de panier. Voilà. Mais dans le 440, il y a en réalité 10 grands groupes qui font le beau temps et la pluie. Qui eux s'en foutent, parce que eux, leurs impôts, ils les paient à l'étranger. J'ai bien compris. Bon, en tout cas, voilà, on sera peut-être amené à en reparler. On a eu les explications, les éclaircissements de nos amis Sofiane Garbaoui, et Yasser Louati dans un instant.
Et bonjour à Lakdari. Hein. Oui, on lui dit bonjour. La belle histoire des génériques. On va revenir un petit peu en arrière. À suivre aussi, on va parler de Poutine et le zapping. À suivre sur France Maghreb 2. C'est l'heure de la petite pub VIP. Le LGF avec le zapping dans un instant sur France Maghreb 2. On écoutera notamment Yannick Jadot, un Pascal, comment il s'appelle, Pascal Pro, très en colère après Elisabeth Borne. D'autres trucs à écouter dans le zapping. Mais pour l'heure, c'est notre nouveau rendez-vous. C'est la belle histoire des génériques. Et c'est avec Mam. C'est à toi. Merci beaucoup Christophe. Nous en sommes arrivés bien évidemment à la belle histoire des génériques. La belle histoire des génériques qui va vous parler d'un générique d'ouverture d'antenne. Alors, vous savez, les moins de 20 ans, les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître les ouvertures ou les fermetures d'antenne, puisqu'avant, la télévision française s'ouvrait à une heure raisonnable du matin, et puis se concluait le soir après 23h, puisqu'après 23h, la télévision fermait, tout simplement. Il n'y avait plus d'images, plus de son. Et il y avait ce qu'on appelle une mire, qui était diffusée par nos chers amis de TDF. Bonjour TF1, 1975-1986. Je vous parle d'un temps que beaucoup de gens ne peuvent pas connaître, mais que potentiellement nous pourrions revoir, tant la sobriété énergétique ne frappe pas encore nos écrans de télévision. Aujourd'hui, place à la nostalgie pour évoquer le mythique générique d'ouverture d'antenne de TF1, diffusé entre 1975 et 1986. À cette époque, la télévision française n'émettait pas 24 heures sur 24, TF1 ouvrait son antenne à 10h30, Antenne 2 à 14h30 et FR3 entre 18h45 et 19h. Vous avez vu, les temps ont bien changé. Quant à une nouvelle première chaîne, qui émet le 6 janvier 1975 en noir et blanc, TF1 fait appel à la créatrice Catherine Chaillet, qui avait auparavant habillé l'antenne de la 3e chaîne de télévision en couleur de l'ORTF. C'est à elle que l'on doit le fameux logo historique et iconique de TF1 en jouant sur le T et le F, s'imbriquant parfaitement avec le chiffre 1. Pour la musique, la une donne carte blanche au célèbre compositeur Vladimir Cosma, qui composera une musique très trompette et grandiloquente, propre à l'ORTF des années de Gaulle. Voici d'ailleurs un exemple avec le premier générique, ce générique qui a ouvert l'antenne de TF1 le 6 janvier 1975. En 1976, la direction de TF1, souhaitant booster l'identité visuelle de la chaîne, surtout depuis l'arrivée de la couleur en décembre 1975, donc il fallait une nouvelle incarnation. Ainsi, Catherine Chaillet, directrice artistique, s'associe avec une agence californienne pour sublimer le logo et l'habillage. Ce sera Robert Abel et Associates, en tout cas Robert Abel et Associés. Celle-ci s'occupera du générique d'ouverture et de fermeture de l'antenne. C'est ainsi que chaque jour, pendant 10 ans, TF1 s'ouvre sur la musique virevoltante et triomphale, plus dynamique de Vladimir Cosma, comme toujours, et l'animation innovante pour l'époque de l'agence Abel. Elle est composée de l'œil de TF1, sorte de losange courbé formé d'un cercle à l'intérieur, et qui se lève comme un soleil, et le logo de TF1 se dessinant dans le ciel. Les logos donc de TF1 arc-en-ciel, magnifiques, et à la mise en scène tout à fait exceptionnelle. Je me souviens d'ailleurs que petit, je me précipitais pour vite revenir de l'école maternelle pour regarder cet indicatif d'ouverture qui me fascinait par ces images tout autant que par la musique. Alors à ce moment-là, maintenant je vais vous proposer d'écouter ce fameux indicatif que nous avons écouté de 1976 à 1986.
Ça s'appelait Bonjour TF1 et vous voyez que la musique est beaucoup plus dynamique que la précédente qu'on vous a diffusée. Et là maintenant, nous allons écouter le générique de fermeture d'antenne, toujours les mêmes créateurs et qui s'appelle tout simplement Bonne nuit TF1. Bonne nuit les petits. Alors c'est vrai qu'on est très très loin des musiques de maintenant, hein. Pour le coup. Bon, je suis sûr que Yasser et Sofiane, qui sont des genoux, n'ont absolument aucun souvenir de cela, hein, j'imagine. Non, moi j'étais pas encore né. Hein. Ah oui, ça j'imagine bien. Hey, Mais tu regardais pas TF1 non? Mais non, je suis né à l'ère de la couleur quand même. Ah oui? Bah oui. Voilà, c'est ça. Bah pareil pour Yasser, hein. T'es né à l'ère de la couleur, Yasser? Oui, de la couleur. Moi, je suis de la génération Dorothée, quoi. Donc, c'est à peu près les années 80-90. Ah oui, très bien. C'est l'heure du zapping, c'est parti. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, bah voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça développe. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela La Bar. réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Pas de calmement, mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors, dans notre zapping aujourd'hui, ami Yasser, ami Sofiane, ami auditrice, auditeur, on a un Yannick Jadot qui s'en prend encore une fois à Macron. Écoutez. On continue à avoir un président de la République qui continue à jouer les Churchill. On est en guerre, mais n'est pas Churchill qui veut. Je veux dire, Churchill, quand il faisait son discours, après, il n'allait pas faire du jet ski. Ouais, franchement, c'est quoi ça, franchement? Moi, je pense qu'il faudrait que quand même qu'il s'occupe un peu plus de Sandrine Rousseau, hein, qui a tendance à déblatérer un peu trop, que de voir après qu'il fasse du jet ski ou n'importe. Je pense qu'il y a des préoccupations beaucoup plus importantes. Ouais, qu'il fasse du jet ski, franchement, est-ce que c'est important? Honnêtement, personnellement, à titre personnel, je m'en fous royalement. Ouais, à titre personnel. Parce que je pense que dans la vie, il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes que Macron qui fait du ski, Macron qui monte à la montagne, Macron qui va voir sa grand-mère, Macron avec sa grand-mère, etc., etc. Yannick Jadot, il a raté les présidentielles, il a perdu le parti. Là, il s'est mis en député, donc tranquille. Député européen. Voilà, député européen, c'est plus longtemps que député national. Ça gagne un peu mieux. Toutes les prises de tête en France, il s'en fout un peu. Les polémiques, il s'en fout un peu. Mais il faut qu'ils existent un peu parce qu'il y a le congrès des Verts bientôt. Hein, donc voilà. Ça se prépare. Il y a une mention, je pense, Jadot qui veut se rester parce que lui aussi, il veut se faire réélire, hein, comme un peu tout le monde. Et voilà. Donc bon, qui s'occupe vraiment à essayer de trouver, d'élever un peu le débat parce qu'aujourd'hui, le débat politique, il est au ras des pâquerettes. C'est vrai. Bon, Yasser, t'en penses quoi là, de la petite sortie de Yannick Jadot là? Oh, pathétique. Pathétique. Franchement, je rejoins Sofiane là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup plus important aujourd'hui. Et qu'on a, en fait, c'est toujours faire de la politique avec la pipolisation et les épisodes et les sagas. En fait, quand est-ce qu'on va avoir des vrais débats de fond, et surtout dans une situation, encore une fois, je vais pas être alarmiste. Pour citer un grand Manitou de la finance internationale pour qui j'ai très peu de sympathie, Soros qui disait récemment à Davos que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé avec l'invasion d'Ukraine. Donc, l'avenir nous dira vers quoi est-ce que nous nous orientons, mais quand nous avons un président qui d'un côté nous parle, c'est la fin de l'abondance, bon déjà elle n'a pas existé parce qu'on pillait des pays pour qu'en France on vive confortablement, c'est même Chirac qui le dit. Aujourd'hui nous avons des polémiques à 2 balles alors que des questions de fond ne sont jamais traitées. Mais tu me diras, c'est le jeu de la politique et c'est aussi un peu le rôle des médias, soit d'agir comme des caisses de résonance à une propagande du pouvoir, occupez-vous de choses qui ne servent à rien mais pas des questions de fond, ou bien est-ce que les médias veulent jouer un rôle critique et imposer les questions qui comptent, aussi bien à ceux qui sont au pouvoir qu'à ceux qui les opposent. Mais Yasser, comment tu veux que les médias en France puissent faire quoi que ce soit quand ils sont inféodés à chacune, hein, que ce soit Le Monde, Libération ou d'autres, à des groupements privés
économique. Oui, la presse appartient à des milliardaires, on le sait. Voilà. Ça tombe bien, je vois un petit peu la mèche parce que je fais aussi la pub pour le travail du CJL. On travaille justement sur un rapport qui va couvrir la couverture médiatique de l'élection présidentielle. Et on a choisi le service public, qui est lourdement propriété de l'État, et la presse privée, comme vous le dites, 90% de la production médiatique française appartient à 10 milliardaires. Et en même temps, elle est lourdement subventionnée par l'État. Donc là, on verra avec le rapport du CJL, est-ce que la presse a fait son travail de contre-pouvoir ou bien est-ce que les médias ont été des relais de propagande comme ce qu'on aurait pu voir sous Ben Ali ou autre. Là, excusez-moi, rapide, une petite info. Dernièrement, il y a eu le discours de Macron devant les ambassadeurs. Était invité le Média France, qui est le groupement, tu sais, c'est l'agence qui gère, voilà. Et les journalistes ont fait une mention de défiance vis-à-vis de ce discours, parce qu'ils ont répondu au président clairement, nous ne sommes pas les supplétifs de l'Élysée. Voilà. Bon. Alors, autre chose dans le zapping, dans un collège à Saint-Denis, dans le 93, le règlement le stipule, pas de claquettes chaussettes. À la sortie du collège au pied des élèves, pas d'entorse au règlement. Tous en basket, pas de claquettes chaussettes. La consigne est écrite noir sur blanc. Les claquettes chaussettes sont interdites. Une précision qui figure depuis plusieurs années au règlement intérieur de ce collège de Saint-Denis, certainement dépassé par une mode qui fait fureur jusque dans les clips de rap. On peut pas venir en claquettes au collège, c'est pour les vacances. Pour moi c'est ridicule, c'est une tenue appropriée. C'est drôle parce que c'est juste des claquettes en fait. Enfin, il n'y a rien de grave. On va aller pieds nus. Ça leur sert à quoi de savoir si on porte des claquettes chaussettes ou pas? C'est pas comme si on avait ramené une arme à l'école. Voilà, donc on est obligé de mettre ça dans le règlement du collège de Saint-Denis, pas de claquettes chaussettes. Mais qu'est-ce qui est choquant? Un règlement intérieur est là pour définir les règles qui régissent la relation entre les enseignants, les élèves et l'institution, et le bahut, si tu veux. Donc je ne comprends pas. Moi je comprends pas. Après les petits jeunes là qui répondent oui, on va venir. On voit bien que c'est de la provoque à 2 balles. Mais moi je comprends même pas qu'on en parle. C'est-à-dire c'est dans le règlement. C'est pas nous qui en parlons, c'est le collège en question qui met ça dans le règlement. Donc, non, le collège ça fait des années. C'est une mode, en ce moment c'est la claquette chaussette. Oui, mais d'abord pour des raisons de sécurité. Tu peux pas te trimballer avec des claquettes dans une cour. D'accord, pour des raisons de sécurité. Il peut y avoir une pierre, n'importe. Et on sait aujourd'hui que les responsables d'établissement sont pénalement responsables. Bon. Donc moi c'est qu'il y ait un reportage sur ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est sur. C'est ça le zapping, c'est aller voir ce qui se passe à la télé aussi, le pire, le meilleur. Tiens, j'ai un truc pour Yasser pour finir ce zapping. Un Pascal Praud énervé après Elisabeth Borne, écoutez. Chacun doit être bien conscient du monde dans lequel on vit, donc moi je les appelle à prendre pleinement conscience de cette situation. Mais elle est qui, Madame Borne, pour me parler comme ça? Non mais sérieusement, c'est une vraie question, elle est qui? Mais Première ministre. Et elle doit me parler comme une maîtresse d'école? Je suis un enfant? Je dois prendre conscience? Mais c'est qui ces gens en fait? C'est qui ces gens? Pour qui ils se prennent? Oui, elle n'est pas élue, Madame Borne. Élue de rien du tout. Voilà Yasser, il est énervé Pascal Praud après Madame Borne qui faisait référence et qui parlait en fait des footballeurs qui prennent conscience du climat en référence évidemment à ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain. Qu'as-tu à répondre à monsieur Pascal Praud, Yasser Louati? Qui elle est Madame la Première Ministre pour nous parler comme des enfants? Je mets ça en suspens et on verra la réaction de Pascal Praud lorsque Elisabeth Borne tiendra des propos islamophobes ou racistes ou contre les banlieues. Là, on verra que tout à coup sera mais même au-delà de ça, Pascal Praud fut un très bon journaliste sportif. Pas très bon. Enfin, il fut un bon journaliste sportif. Ça, il faut lui reconnaître. Mais là, il est que la pâle copie d'un pédocrit qui répète ce qu'on lui dit de répéter. Voilà, point à la ligne. On sait très bien à qui appartient. Non, mais on sait à qui appartient CNews. Oui. On sait l'agenda. On connaît l'agenda de CNews, d'accord. C'est l'unification des droites. Comme Macron là, il est en train de bouffer encore sur la droite parce que voilà, avec tout ce qu'il est en train de mettre en place, l'assurance chômage, la retraite et tout ça, c'est vraiment des signaux très forts vers la droite. Et la droitisation de ce gouvernement, elle est de plus en plus. Donc
il faut montrer que la droite n'est pas d'accord, parce que Madame Borne, elle représente quand même, entre parenthèses, bien sûr, très grosse parenthèse, l'aile gauche. Très grosse parenthèse. Bah oui, parce qu'elle est censée représenter l'aile gauche du macronisme. Ouais. Sauf que... Ouais, bon, quand le centre de gravité est à droite, la droite dure. Non, Madame Borne, elle a été directrice de cabinet d'un ministre socialiste. Je pense pas que ça fait d'elle pour autant une femme de gauche. Quoi. On a bien nommé un soutien de Zemmour au gouvernement hier, et puis il a très vite démissionné. Vous êtes au courant de ce soir? Oui, mais on a le droit de nommer qui on veut. Oui, c'est le fait du prince. Alors, dans un instant, au garde à vous, tout le monde, on va parler de Vladimir Poutine. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, et j'en ai presque oublié quand même de saluer une des maîtresses vivantes de cette émission, Nadège, qui est avec nous et qui relaie cette émission sur les réseaux sociaux, sur Twitter, le Grand Forum FM2, sur Instagram, le Grand Forum FM2, sur Facebook, Christophe, le Grand Forum. Et pour l'instant, par rapport à notre battle et notre match à venir entre Sofiane et Yasser, à savoir est-ce qu'il faut boycotter la Coupe du Monde au Qatar, eh bien Yasser est plutôt pour, et il s'en expliquera, Sofiane contre. Pour l'instant, c'est le contre qui l'emporte à 73%, c'est ça, Nadège? 67%. Si je dis pas... 67%. L'intelligence s'emporte tout le temps. Oui, ça va, 2 secondes. Par contre, juste un petit coucou de notre chère députée Sabrina Sebaï, qui me dit de te passer le bonjour. Ah, bah tu la salues bien, notre Sabrina Sebaï, évidemment. Députée de la circonscription Nanterre-sur-Aisne. Absolument. On va parler de Poutine. Il est impossible d'isoler la Russie. La déclaration ce matin de Vladimir Poutine, le président russe qui s'exprimait lors d'un forum économique. Il a parlé, je cite, des élites occidentales dominées par les États-Unis. Le simple fait qu'il appelle l'Occident à arrêter les sanctions au motif qu'elles ne seraient pas efficaces et qu'elles pèseraient davantage sur l'Europe que sur la Russie, nous incite à considérer qu'elles le sont efficaces. Et s'il vous faut des chiffres, vous en avez. Le PIB de la Russie baisse. Tout le monde dit que la Russie utilise l'énergie comme une arme. Encore des absurdités. Quelle arme utilisons-nous? Nous fournissons autant que nécessaire en fonction des demandes de nos partenaires. Autant qu'ils le demandent, c'est la quantité que nous livrons. Vladimir Poutine, donc il est impossible d'isoler la Russie. Yasser Louati nous dit Poutine, il a raison? Bah, ça dépend ce qu'on appelle isolé. Non, c'est que oui, c'est isolé du camp occidental. Peut-être, mais en tout cas, on a bien vu que les relations se sont réchauffées encore plus avec la Chine et avec l'Iran. Mais est-ce que les sanctions sont efficaces? C'est toujours sujet à caution. Honnêtement, moi, j'ai pas cru que les sanctions en fait allaient être efficaces parce que déjà la Russie est suffisamment grande, il y a des frontières suffisamment grandes pour avoir d'autres partenaires. Elle serait pénalisée, oui. Maintenant, moi, je n'ai aucune confiance en cette espèce de tambour battant occidental avec les sanctions parce qu'on va voir combien de temps les pays occidentaux vont tenir avec l'hiver qui arrive, le rationnement du gaz, etc. On a aussi vu les actifs occidentaux qui ont été saisis par la Russie. On n'oublie pas que les entreprises françaises type Renault ou Leroy Merlin ont été parmi les dernières à quitter la Russie et que même Zelensky, qui a lui-même pointé la France du doigt pour avoir suivi les sanctions à reculons. Mais franchement, honnêtement, j'ai pas l'impression que c'est en train d'avoir un effet remarquable qui pourrait mettre un terme à l'invasion de l'Ukraine et à ce que surtout la Russie cède les territoires qui sont maintenant sous son occupation. Sofiane, est-ce que les sanctions qui sont prises en ce moment contre la Russie sont productives ou pas du tout? Ou alors Poutine, tu te dis de toute façon, vous pouvez prendre toutes les sanctions que vous voulez, ça va se retourner contre vous et on est en train de le voir. Yasser a dit quelque chose. D'abord, parler de l'isolement de la Russie. La Russie a renforcé ses relations avec la Chine. Oui, d'ailleurs, le président chinois qui va venir rendre visite à Poutine dans les prochains jours. Non, mais avec la Chine, mais avec un autre pays aussi, on en parle très peu, c'est l'Inde. L'Inde, oui. Oui, il y a un rapprochement, d'ailleurs, il y a une signature d'un accord commercial très important avec l'Inde. Donc, quand même, ça fait les 3/4 de l'humanité. Tu isoles comment? Quand toi-même, tu es considéré comme un marché dans un big marché. C'est-à-dire que tu es une enclave. L'Europe, l'Occident, c'est une enclave dans un monde. Et là, les 3/4 de ce monde-là se mettent d'accord. Tu ne peux pas isoler les 3/4 du monde. C'est impossible. Ça, c'est le premier point. Ouais. Deuxième point, on parle de les Russes, ça fait longtemps. Alors, il y avait très très longtemps un embargo sur la livraison de pommes de terre.
fait, il y a la première guerre de Crimée. Il était interdit de livrer de la pomme de terre et du blé à la Russie, en pensant les faire baisser, voilà, et puis les faire venir à la table des négociations. Les Russes ont fait un truc très simple. Ils ont développé la culture de la pomme de terre et ils ont développé la culture du blé. Ils sont devenus exportateurs. Donc voilà. Donc après que les gens... Ouais, les sanctions aujourd'hui, les sanctions, les Américains les ont voulues pour eux. C'est-à-dire ça leur sert de monnaie d'échange dans ce rapport un peu, je dirais, de force qu'ils ont avec l'Europe, pas avec la Russie. Parce que c'est qui les dégâts collatéraux? C'est l'Europe. Parce que les États-Unis, bah, ils perdent rien. Ils vendent leurs armements un peu plus. Ils font une guerre par procuration, les États-Unis? Exactement, oui, tout à fait. Mais c'est pas moi qui le dis. Sur le dos des Européens. Oui, mais c'est pas moi qui le dis. C'est Biden lui-même. Quand Biden dit qu'on va augmenter les moyens de pression sur la Russie via, il le dit comme ça, via l'OTAN et l'Ukraine, on appelle ça comment? Oui, alors, voilà. Non, mais il y a aussi une chose qu'il va falloir que les responsables occidentaux, et en l'occurrence européens, expliquent à leur population, et vont pas pouvoir gérer de cette manière-là en nous disant que tout ce qui va arriver, les problèmes d'approvisionnement, le gaz, l'électricité, le carburant, etc., tout est la faute de l'Ukraine. Yasser, ça va pas prendre ça. Au bout d'un moment, le peuple va commencer à demander des comptes, quoi. Mais écoute ce que disait Macron il y a une semaine. Il faut que alors, d'une manière très paternaliste et méprisante, il faut que les Français soient au rendez-vous. C'est ça, déjà, fasse des efforts. Qui est Macron pour faire une telle demande quand on sait qu'il a été élu pendant une élection où la majorité s'est abstenue? Bref, l'autre point, et pas des moindres, on voit bien que avec l'augmentation des prix de l'énergie, et encore une fois une crise sociale qui s'annonce, avec cette réforme du chômage et les salaires et les retraites pas, et la réforme des retraites, honnêtement, mais comment est-ce qu'on va vendre ça à l'opinion publique? Si au moins Macron était populaire en France, plébiscité, les gens pourraient, la main sur le cœur, dire on fait cause commune. Mais nous avons un président qui est détesté et qui s'est arrangé pour être réélu en poussant Marine Le Pen au second tour. En gros, je vous fais du chantage, c'est moi ou Le Pen, et qui en même temps nous pousse vers une politique étrangère française qui est illisible et qui nous dit ah ben maintenant vous allez devoir payer le coût de la guerre. Ben pourquoi est-ce qu'il ne met pas à contribution les grands groupes alors que Bruno Le Maire a dit il y a 3 jours, il y a une semaine, je ne sais pas ce que c'est un super profit. Donc en gros, on va payer le coût de la guerre, mais surtout pas le CAC 40. C'est un peu fort en café quand même. Sofiane, Macron nous a même dit, d'ailleurs lors de ce même discours auquel fait référence Yasser, qu'il y avait un échange d'égal à égal avec l'Allemagne qui avait été trouvé. La France va s'occuper de livrer du gaz à l'Allemagne. L'Allemagne va s'occuper de livrer de l'électricité à la France. Bien sûr, parce que comment on appelle ça, les centrales électriques allemandes ne sont pas en panne. Voilà. Contrairement aux nôtres. Contrairement aux nôtres, parce que corrosion, problématique de pièces détachées, enfin il y a plein de trucs. Hein. Et voilà, grâce à l'austérité. Non, c'est pas l'austérité. Non. C'est la vision comptable d'un gouvernement qui ne sait pas anticiper ce qui va se passer. On dit que gouverner, c'est prévoir. Oui, aujourd'hui, c'est un problème d'anticipation. Voilà, parce que Bruno Le Maire dise qu'il ne connaît pas les super profits. Il faut voir son parcours. Bien sûr qu'il ne connaît pas les super profits, les gars. Il n'a jamais voté Lénine ou Karl Marx. Le mec, il est payé pour faire un travail et il le fait par les gens qui l'ont payé, pour les gens qui l'ont payé. Ouais. Donc c'est tout à fait normal. On a tendance, c'est-à-dire que l'idéologie en France a tendance, nous, parce qu'on est à gauche, etc., ou même pas à gauche, hein, au centre, ou tout ce qu'on veut, ou même anti-Macron, si tu veux, on considère que ce que fait Macron n'est pas bien. Mais on est incapable de dire ce qui n'est pas bien de ce qu'il fait. On est sur l'opposition, mais l'opposition sur des pratiques particulières. Mais sur le fond, en réalité, il y a une opposition idéologique contre ce gouvernement. Parce que ce gouvernement, ce qu'il veut faire, et Yasser l'a très bien dit, c'est de faire payer les pauvres, parce qu'il y a un vieux proverbe yiddish qui dit « Où est-ce qu'on va aller chercher l'argent ? Dans la poche des pauvres. » Alors, on a Linda qui nous appelle de Nancy, qui est avec nous. Bonjour Linda. Bonjour à tous. Bonjour Linda, c'est un joli prénom. Oui. C'est gentil, merci. J'appelle parce que je suis assez surprise du discours de Yasser Laouti. J'en reviens pas de l'entendre dire ce qu'il vient de dire.
c'est assez inédit. Quand on voit comment est-ce qu'il s'est acharné durant la campagne présidentielle à casser les propositions d'un certain groupe que je ne citerai pas pour pas le fâcher et ainsi ne plus être bloqué de ses réseaux sociaux. Il y a un contentieux. Il y a un contentieux là. Il y a un contentieux. Le nom du groupe. Attention, il y a des. Oui, alors, je dois avouer que ça fait un moment de le réentendre sur France Maghreb et je suis plutôt contente puisque je vois qu'il a changé son fusil d'épaule, donc c'est bien. Je suis contente. Mais c'est quel groupe Alors, Yasser. Madame, pourquoi vous parlez de quel groupe et quelle allusion? Soyez franche ou ne dites rien, s'il vous plaît. Si vous avez des reprocher, attendez. Mais je pense pas que mon discours a changé en quelques mois. Je suis désolé là-dessus, madame. Si, complètement. Vous vous êtes acharné durant toute la campagne présidentielle à casser tous ceux qui, de près ou de loin, pouvaient soutenir la France Insoumise. Ouais, bien, on a le droit. Pour aujourd'hui reprendre la proposition La France Insoumise, qui a été déposée déjà depuis un moment, sur la taxation des super-profits et vous émouvoir du fait que M. Bruno Le Maire ne connaisse pas les super-profits, etc. Non, ça c'est moi, c'est pas Yasser. Non, mais dans tous les cas, moi je trouve que... Et puis un discours anti-Macron plus, quoi. Alors qu'à l'époque de la campagne présidentielle, vous étiez plus acharné sur la France Insoumise. Si bien que quand je vous l'ai fait remarquer sur Instagram, vous ne m'avez ni répondu, mais vous m'avez bloqué. Donc, je trouve ça vraiment... Non, mais moi, je m'en réjouis de ce changement de discours. Alors, Yasser, il n'y a rien qui a changé. Je vous réponds, Yasser. Est-ce que tu as changé, mon Yasser? Non. Alors, pour commencer, mon discours a toujours été anti-Macron. Et il a été anti-Macron le jour où Macron s'est présenté à la présidentielle. Et j'avais même fait ma chronique sur France Maghreb contre le candidat Macron avant qu'il gagne l'élection de 2017. Deuxièmement, bien sûr que je tape sur la France insoumise lorsque Jean-Luc Mélenchon, pendant des années, n'a pas hésité à alimenter l'islamophobie en France, s'en est pris à Mariam Pouchtou, a soutenu l'interdiction du voile, a continué à polémiquer sur la question du burkini, et j'en passe et des meilleurs. Jean-Luc Mélenchon a changé son fusil d'épaule, puisqu'on emploie maintenant l'expression, à la fin 2019, lors de la manifestation contre l'islamophobie, par anticipation de l'élection municipale, parce que des petits organisateurs de banlieue voulaient lui apporter le vote soi-disant musulman, et que pour que eux ensuite soient en fait parachutés, en tout cas soient nominés par la France Insoumise lors des élections. Résultat des courses, ils ont eu que dalle, aussi bien à Bagnolet qu'à Saint-Denis, pour ne nommer que ces deux villes-là. On continue maintenant sur mon changement de fusil d'épaule. Mais j'ai rien changé du tout. C'est pas parce que je suis anti-Macron que je suis pro-France Insoumise. Je tape sur la France Insoumise pour son hypocrisie sur la question raciale et qui, en même temps, si la France Insoumise, soi-disant, a changé, je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il a dit? Nous ne sommes pas contre les musulmans, nous sommes contre l'islam politique. Or, l'islam politique n'étant pas défini, ça veut dire que tout musulman qui a une parole publique à laquelle on est en désaccord ou qui s'exprime en tant que musulman, on a le droit de le criminaliser. C'est là où je veux en venir. Si maintenant, je ne vous ai pas répondu sur les réseaux sociaux, d'une, je ne sais pas qui vous êtes. Deuxièmement, j'ai le droit de ne pas répondre. Et si je vous ai bloqué, j'ai qu'une politique quand je bloque les gens sur les réseaux sociaux, lorsque soit on insulte, soit on dénigre, soit on harcèle. Et je vous réponds dernièrement, madame, ma réponse, c'est une faveur que je vous fais, madame. Je n'ai aucune obligation de vous répondre. Ah oui, non, mais tout à fait. Mais, ou alors, tu me l'as fâché, Linda. Ça y est, tu me l'as fâché. Voilà, tu me l'as fâché. Merci, Linda. Ah non, mais écoutez, je veux dire, j'en profite. Excusez-moi. Moi, je l'entends tenir un discours. Il y a tous les podcasts sur YouTube des grands forums. Vous avez passé votre temps à taper sur la France Insoumise pour aujourd'hui. Mais je le ferai encore, madame, c'est mon droit. Non, mais Linda, oui, mais Linda. Je parlais pas en même temps. Je trouve ça vraiment. Mais Linda, on a le droit de. Ne soyez pas sectaire, madame. Non, mais on a le droit de ne pas. Non, mais on a le droit de ne pas être d'accord avec la France Insoumise. Non, mais moi, j'appelle parce que je me réjouis d'avoir entendu ce que je viens d'entendre. Non, mais en même temps, je vais vous dire. Tout le monde a le droit de changer. Non, mais non, on a le droit d'évoluer. Je suis droit dans mes bottes. Oui, et puis on a le droit d'évoluer sur certaines questions. Je le martèle encore une fois. Je n'ai pas changé là-dessus. Jean-Luc Mélenchon, lui, on lui dénie ce droit-là. Et de manière très fervente. Bon, en tout cas, 79 ans, vous avez pu le faire. Vous avez pu interpeller Yasser. Merci beaucoup. Les choses vont s'arranger. Je suis sûr qu'on va pouvoir vous faire dîner ensemble dans quelques ans. À bientôt. Christophe, oui, qu'est-ce qu'il y a? Vite, on est en retard. Oui, vite. Juste un petit point. Quand on parle de super profit, il n'y a pas de super profit, de petits profits. C'est-à-dire, il faut taxer les profits. Point. C'est-à-dire, en fait, quand
il faut que les grands groupes participent réellement à l'impôt qui est la base d'une société démocratique. Et très bien. Voilà. Merci Sofiane. Dans un instant, la battle. La battle, oui ou non, il faut boycotter le Qatar, la Coupe du Monde au Qatar. Yasser Louati face à Sofiane Garbaoui. Et vous, arbitre 01 40 33 9, là tout de suite. Oh là, il y a des menaces dans l'air. Hein. Oh là. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. C'est l'heure de la battle. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet! La battle du jour aujourd'hui, au vu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux encore et toujours, cet appel qui commence à monter de la part de certaines ONG, mais aussi de quelques députés à l'image de Corbière, qui dit que l'équipe de France ne doit pas aller au Qatar pour des raisons climatiques selon lui et sociales. Du coup, cet appel à boycotter la Coupe du Monde au Qatar, on s'y attendait un petit peu. Et je dois dire que je vais laisser la parole à la minorité sur Twitter, le Grand Forum FM2, pour voter, puisque vous n'êtes que 33% à dire oui, qu'il faut boycotter cette Coupe du Monde. C'est le cas aussi de Yasser Louati. À toi de jouer pour tes arguments, mon Yasser. Déjà, pour commencer, la Coupe du Monde, on sait très bien qui a payé le lourd tribut pour bâtir les stades gigantesques, dont on ne sait pas ce qu'on fera par la suite, parce que le Qatar n'est pas une grande nation, entendez, en termes de population, de surface et de public, pour que ces stades continuent à être utilisés. L'empreinte carbone de ces stades-là, on ne sait pas ce que ça va être juste après la Coupe du Monde, surtout qu'on est en train de parler maintenant de sobriété, voire d'austérité énergétique. On n'oublie pas, et pas des moindres, et justement, le plus important, c'est le traitement inhumain des travailleurs qui viennent de pays sud-asiatiques et qui contribuent à faire marcher l'économie du Qatar et à bâtir ces stades-là. Néanmoins, je tempère cet appel au boycott parce qu'on n'a pas entendu d'appel au boycott lorsque des cérémonies similaires sont organisées en Occident. Je parle par exemple les prochains JO qui vont avoir lieu à Paris. On sait très bien qu'une main-d'œuvre maltraitée est actuellement en train de bâtir les stades. On n'a pas entendu ces boycotts-là. On ne l'a pas entendu pour les JO à Londres, etc. J'aimerais quand même ne pas oublier, et j'aimerais pas me positionner en tant que démagogue sur la question. Il y a eu une lourde animosité occidentale sur le fait que ce soit le Qatar qui accueille la prestigieuse Coupe du Monde. On sait très bien que ce n'est pas, c'est quand même teinté de racisme de l'avoir fait. Et un exemple en tête pour corroborer cela, c'est quand même à Paris où Roselyne Bachelot, voyant le PSG version Qatar gagner le championnat et poser fièrement avec la Tour Eiffel et la cérémonie qui a dégénéré, se réjouir de voir que la cérémonie du PSG version Qatar a dégénéré. C'est quand même fort en café de voir une ministre se réjouir que des investisseurs étrangers soient ainsi perdants après une cérémonie. Sofiane, tu es contre? Oui, parce qu'il vient de faire la moitié de mes arguments. Donc effectivement, c'est beaucoup de racisme quand même, parce que après tout, c'est que des bougnoules qui vont organiser. Donc forcément, c'est pas terrible. Hein. Parce que c'est le premier. Mais pourquoi tu es contre justement cet appel au boycott? Parce que tout simplement, pour moi, c'est un truc de bobo. Tout simplement, c'est un truc de bobo. C'est un truc de bobo que de dénoncer les morts qu'il y a eu pour la construction des stades. On peut dénoncer les morts, et je pense qu'au Qatar, je ne suis pas un pro-Qatar, ce n'est pas le pays où j'irai passer des vacances forcément. Ouais, mais c'est vrai? Oui, non, c'est vrai, j'aime pas trop où il fait trop chaud. Ouais. Mais il faut quand même reconnaître que c'est un pays qui s'est donné les moyens de sa politique. Il a voulu avoir la Coupe du Monde, il l'a eu. Ouais, de quelle manière? Non, attends. De quelle manière? Attendez, monsieur, attendez. Le Qatar, on sait bien qu'ils n'ont pas des grands groupes pour construire des stades. Les grands groupes, c'est des grands groupes américains, anglais, français, coréens ou japonais. Ouais. C'est eux qui recrutent et c'est eux qui font travailler les gens. C'est la main-d'œuvre. Non. Les Pakistanais, monsieur, du Bangladesh. Monsieur, ils ne sont pas recrutés directement par le Qatar. Ils sont recrutés par les entreprises. Ouais. Donc s'il y a une s'il y a une responsabilité, parce que c'est très c'est un peu simple quand même. Donc s'il y a un mort en France qui vient de Tunisie, donc c'est la France qui a tué le Tunisien. Non, c'est l'entreprise qui n'a pas donné les moyens de sécurité, etc., qui a essayé d'exploiter. Qu'il y ait un déficit d'un droit de travail qui n'est pas le même que le nôtre,
et c'est ce qu'on disait d'abord avec Yasser au tout début de l'émission, c'est qu'il faut qu'on arrête de voir le monde avec notre prisme d'occidental. Parce que ça, c'est un gros problème. Il y a un droit du travail, il n'est pas le même que le nôtre. Les entreprises qui vont là-bas, d'accord, que ce soit Bouygues, etc., parce que Bouygues a travaillé pour les stades là-bas, Vinci et compagnie, ils ont travaillé. Moi, j'ai pas entendu qu'on a dit, oui, il faut condamner Vinci, il faut boycotter Vinci, il faut plus donner de travail à Bouygues et compagnie. Ça, c'est le premier point. Donc, s'il y a une responsabilité... S'il y a une responsabilité qu'il faut assumer, c'est les entreprises aussi qui ont fait travailler ces gens-là dans les conditions inacceptables. Ça, c'est le premier point. Concernant les stades, le Qatar s'est engagé à les démonter et à les reconstruire dans des pays qui en ont moins. En Afrique, plus principalement. Donc, c'est une bonne chose. Ça, Ils ont dit comment ils allaient faire ça ? Ben écoute, ça s'est déjà vu parce qu'on a démonté des usines. On peut démonter... de charité maintenant, c'est ce que tu vas nous faire croire. On peut démonter une usine et la transporter d'un pays à un autre. Hein. Ouais. Donc on peut démonter un stade. Mais non, parce que c'est des structures. Mais non, mais excuse-moi. Mais c'est des structures. Monsieur, c'est des structures métalliques. Ouais. Donc le métal, on peut le découper, le remonter et puis on le ressoude. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, les gars. Ça c'est déjà vu. Donc un métal qui a supporté des dizaines de milliers de spectateurs et la chaleur et le froid. Ça veut dire, on sait que le métal souffre entre le chaud et le froid. Oui, mais ils vont pas rester 3 ans. Mais attends, mais ils vont pas rester. Ça fait pas 1000 ans. Ils vont pas rester. Ça fait pas 100 ans qu'ils sont sur place. C'est des trucs récents. On parle des contraintes de dizaines de milliers de spectateurs. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais sauf que pour que ça ait de l'impact, il faut que ça dure pendant des années, au moins 50 ans, 60 ans. Là, ça va pas. Revenons à l'appel au boycott. C'est ce Maintenant, je reviens par rapport à ça. Pour moi, c'est une histoire de bobo ici en Europe. On veut nous faire croire que comment t'appelles ça, le petit salarié pakistanais, c'est, je dirais, l'alpha et l'oméga de ce qui se passe en France. Non, monsieur. Au Bangladesh, il y a eu des morts, d'accord ? Il y a eu des morts dans des usines qui étaient faites pour des Européens. On en a pleuré un peu, on en a parlé un peu à la télé, et puis on est passé à autre chose. Et c'est exactement... Le seul truc qui dérange aujourd'hui, c'est qu'un pays comme le Qatar, comme disaient des porteurs de babouches qui étaient sur des chameaux, puissent organiser un événement de taille mondiale dans ces conditions-là. Donc le fait qu'il y a eu 6000 morts à peu près, ça te dérange pas ? On n'en sait rien. Non, mais qui le dit ? Qui dit, c'est des rapports, c'est les ONG qui te disent qu'il y a eu des morts. Quelle ONG ? Les mêmes qui disent qu'en Ukraine, il n'y a que des bombardements russes. Alors donc des Pakistanais, du Bangladesh à qui on enlève les passeports, qu'on force à travailler pendant des heures dans des conditions absolument terribles, ça te pose pas de problème? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, monsieur, on parle, il faut être pragmatique dans la vie et il faut pas raconter n'importe quoi aux gens. On ne leur enlève pas, c'est les entreprises. Maintenant, s'il y a des choses à faire contre ces entreprises-là, il faut les identifier et les attaquer parce que ça existe. Le droit existe. Alors Houssen va peut-être jouer les arbitres. Salut Houssen. Houssen, Basta Radio. Alors est-ce qu'il faut boycotter la Coupe du Monde au Qatar, Houssen? Moi je dirais oui. Parce que les arguments que l'autre vient de tenir... Ça s'appelle Sofiane, l'autre. Hein. Les entreprises qui vont embaucher les pauvres mecs qui sont morts, ils travaillent par rapport aux lois du pays. Et tout le monde sait que à Dubaï ou quoi, comment dirais-je, dans ces genres de pays-là, dès que tu rentres, on te prend ton passeport. Et tu deviens un esclave. C'est pas vrai tout le temps, mon ami. Ben si. Yasser, là-bas, on vous a enlevé le passeport. Yasser là-dessus, parce que voilà. Aux lois du pays où... Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le faire ici en France? Parce que la loi française ne le permet pas. Ton argument ne tient pas. Mais là-bas, ton argument ne tient pas, Sofiane. Voilà. Mais moi, est-ce que vous connaissez, vous, le droit du travail du Qatar? Non, mais je vous pose la question à vous. Je vous dis pas vous. On va faire bac+5 pour savoir que des milliers de personnes meurent par rapport aux lois. Mais qui le dit, monsieur? Vous le dites. Vous avez participé. Vous étiez témoin. Là, vous me donnez des généralités que j'ai sur Internet. Yasser Louati, à toi la parole pour terminer. Je prends l'exemple 2013, on a eu des familles françaises qui appelaient au secours le gouvernement français justement parce que les passeports avaient été retirés. Mais ça, c'est une pratique locale. Ouais, Et pour moi, ça remonte à l'ère esclavagiste. Je vais te donner un exemple. Je suis de formation, je suis pilote de formation. J'ai été pilote au Moyen-Orient, j'étais commandant de bord, etc. J'avais la chance de ne pas avoir mon passeport qui soit retiré. Parce que je voyageais, bien sûr, je travaillais avec. Mais moi, j'ai connu des gens qui ne pouvaient pas quitter le pays, qui n'avaient pas perçu leur salaire, et le patron s'amusait à ne pas les payer jusqu'à les mettre sur la paille.
On a eu des exemples de familles, par exemple en 2013, qui demandaient au gouvernement français d'intervenir parce que tu as un désaccord avec ton patron, tu peux rien faire, il n'y a pas de droit. J'ai même dire une phrase qui m'avait été sortie un jour par le comptable de la boîte où je travaillais. Je le cite, hein, comptable égyptien. Oui. J'ai vu un différend avec le propriétaire de l'avion. Il me dit, Yasser, tu sais, ici, quand tu travailles avec quelqu'un, tu lui appartiens. Tu n'es pas en France ici. Donc c'est ça donc le retrait du passeport, c'est pas un mythe, c'est parce qu'il y a une culture, le travailleur m'appartient. Et là, on est littéralement avec un héritage esclavagiste. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. De la battle. La culture n'est pas la loi. Ouais. Maintenant, ce que je dis, il faut dénoncer directement les gens, parce qu'on dénonçait le Qatar. Je ne vois pas l'intérêt. 67% sont contre cet appel au boycott sur Twitter, le grand forum FM2. Dans un instant, le quiz et la belle histoire du jour qui va nous faire le résumé de cette belle et grande émission. Mam, à suivre. Allez. Le LGF sur France Maghreb 2 pour cette dernière partie. C'est parti pour le quiz. Le quiz. Yasser Louati, Sofiane Garbaoui et Mam aussi qui nous rejoint pour ce quiz avec des questions liées à l'actualité. Tiens, avec qui Nicolas Sarkozy a-t-il déjeuné hier ? Avec Zemmour. Avec Zemmour, effectivement. Bonne réponse, Sofiane. Ah oui, j'étais invité. C'était indigeste, hein. Mais bon, il a déjeuné avec lui. Non, c'était cool, hein. Il y avait de la poire belle Hélène à la fin. Ah, d'accord. Il était complètement bourré, quoi. Quel pionnier de la musique électronique a été nommé, messieurs, dames, à la tête d'une nouvelle commission de Centre National du Cinéma, la CNC. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, bonne réponse, Yasser, à l'âge de 74 ans. Il est jeune, hein. Animateur de télé fera son retour sur France 2 dans la nouvelle émission de Léa Salamé. C'est Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes, oui, s'il vous plaît, coucou, c'est nous. Quel membre du gouvernement appelle à la vigilance collective face à la propagande russe qui trouve, selon lui, des relais d'opinion en France, notamment c'est ce qu'il a indiqué, des interventions parfois de responsables politiques, Dussopt, parfois Darmanin. non, parfois d'experts. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ni Dussopt, ni Mais Darmanin. il a le même prénom que du socle. Dussopt, c'est pas Véran. Dussopt. Véran, Olivier Véran. Ah, Olivier, bonne réponse. Olivier. Et enfin, après sa blessure, quel footballeur a déclaré je vais revenir très vite et encore plus fort. Benzema. Bonne réponse, Karim Benzema, qui sera peut-être absent du dernier match en France concernant la préparation de la Coupe du Monde, mais qui sera bel et bien là pour la Coupe du Monde, visiblement pour une blessure pas trop grave, contrairement à Paul Pogba où lui c'est un peu moins sûr. Lui c'est 8 semaines je crois. Voilà, c'est ça, 8 semaines après son opération. Et le reste. La belle histoire, Mam, la belle histoire du jour. Cette émission, tu l'as écoutée, tu l'as consommée et tu vas nous en faire un petit résumé. À toi de jouer. Merci beaucoup, Christophe. Alors, tout se fait assez rapidement. Je vais me mettre en face du micro, bien évidemment. Alors, la chronique du jour s'appelle Zone interdite. Jadis, les studios de France Maghreb 2 m'étaient refusés tant mon statut d'auditeur anonyme me rendait invisible. Mais j'ai franchi la cité interdite de zone 5, SNCF ou RATP, à zone permise radiophonique pour lever le voile en laïque public sur les zones interdites de l'État français. Un jeune homme ayant eu le mauvais sort d'observer un refus d'obtempérer en zone rouge policière, un jeune policier à la pratique sans expérience tire pour se préserver du danger. Résultat, un mort à déplorer et un flic en zone Gardave. À bout touchant de déplorer la perte humaine aussi bête soit-elle par un présumé tir à bout portant. Quant à l'opinion publique, elle refuse d'obtempérer à l'indifférence des événements ou tout paravolo, une société malade de ses errements, ses fuites et le renforcement des idéologies et doctrines que l'on pensait définitivement derrière nous. Jeudi jaune ensoleillé climatiquement en France et 44 ans auparavant, vendredi noir de sang en Iran, conduisant le chat à miauler comme un chien et Aïe le tollé s'installe dans la population et l'ayatollah s'installa faisant de l'Iran la nouvelle zone interdite de l'Occident.
En France, la conjoncture est mauvaise, mais Olivier Véran est mauvais en conjugaison, tant ses explications en conférence de presse ont été mauvaises pour expliquer la réforme initiée il y a encore 1 an. Et vu la sortie de son livre, il passe de la conférence de presse à la confidence de presse. L'incitation en vocabulaire étatique est très souvent une contrainte supplémentaire pour accepter l'inacceptable qui, cette réforme, ne protège que les caisses et sa soi-disant pérennité, mais pas celles et ceux qui connaissent un accident de la vie. Vivre l'inactivité est dur et les nouvelles règles ne doivent pas inciter à accepter n'importe quel job à un salaire non correspondant à ses qualifications ou parcours professionnel et des conditions de travail dégradées. Dans les quartiers populaires, l'emploi en soi est une zone interdite multifactorielle, amenant préjugés inutiles et rustines de pacotille. Chouchou adore les sushis. Mais ayant travaillé dans la restauration dans des conditions inhumaines, où la polyvalence cache une forme d'esclavagisme moderne. S'attaquer à l'évasion fiscale, forme de chômage à l'impôt, à payer à la fraude massive, là où l'État donne d'une main, les grands du CAC 40 ne la rendent pas de l'autre en augmentation de salaire, en prime d'intéressement ou d'indemnité. Je ne suis pas payé pour faire mes chroniques, mais pendant ce temps-là, Yannick Jadot joue le dur, là où sa campagne fut molle et moisie, mais qu'il s'en rassure, Sandrine Rousseau n'a pas comme aïeux intelligent ni Jean-Jacques ni le douanier. Pas de claquettes chaussettes au collège à Saint-Denis, mais à Saint-Macron, il y a des joueurs de claquettes, avec ou sans chaussettes, de politique incompréhensible, visant à ne pas mettre en face des élèves des professeurs qualifiés et formés. C'est toujours plus intéressant que d'interdire la claquette, les recteurs méritant des claquettes dans les dents, plutôt qu'autre chose. Mais je ne porterai pas de gants, ni de chaussettes. L'insulte la plus répandue dans le monde occidental reste celle-ci. Poutine de merde. Car le Vladimir donne du fil à retordre à l'Union occidentale. L'Union européenne et les États-Unis s'entendent. La zone interdite de l'URSS n'est pas la zone interdite russe. Et jadis, la maxime populaire « en union fait la force » ne fait plus autant de poids que le gaz convoité. De l'eau dans le gaz, il en était l'objet entre Yasser Louatier et Linda de Nancy. Nous n'avons pas de moutarde, mais nous avons des idées fortes qui s'expriment. Yasser répond droit dans ses bottes, ce qui change des claquettes et des chaussettes d'ailleurs. À propos de claquettes, on interdit les collégiens de Saint-Denis la claquette chaussette quand on a mangé pendant des années Bruno Mazur présentant le 20h en charentaise. Le fight Yasser et Linda fut ratar. Mais pas autant que le Qatar, pays hôte de la Coupe du Monde, qui a vu s'affronter M. Louati et M. Gerbaoui. Beaucoup de sacrifices humains, de conditions d'exercice difficiles de travail et un boycott qui se veut pressant, les pressions économiques sont tellement folles que sa résolution en devient insoluble. Le ballon rond rend fou, mais je me soigne. Ma zone interdite n'est pas en rien de m'idolâtrer, bêtise humaine en prime. Pour conclure, rien ne sert de courir, il faut partir à point en quittant la zone permise des ondes radiophoniques pour rentrer en zone interdite de ma vie privée. Pas mal, bravo la belle histoire pour ce beau résumé de cette émission qui se conclut évidemment. Merci beaucoup mon Yasser, à très vite. On rappelle cjl.ong pour suivre les travaux du CJL avec un rapport attendu sur la présidentielle notamment. Très vite bien sûr, et sur les réseaux sociaux aussi pour suivre notre ami Yasser Louati. Tiens les gars, vous savez où va se dérouler la fête de l'humanité ce week-end? Rétigny-sur-Orge. Vous voyez, c'est plus à la Courneuve, c'est fini. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi d'ailleurs. Il faudrait que je me renseigne, je vais appeler Monsieur Gabi. Oui, bah. Monsieur Gay. Je sais pas. C'est le directeur, le conservateur de la fête. Il y a peut-être une épidémie de poux à la Courneuve. Mathieu Gay, il s'appelle. Mathieu Gay, très bien. Donc voilà, si vous voulez aller à la fête de l'UMA, ça commence demain et c'est à Bretigny-sur-Orge. L'inauguration, c'est ce soir à partir de 19h. D'accord, donc ça dure 3 jours. Et ça barbecue avec Sandrine Rousseau. Oui, barbecue. Ouais. Il y a un Mélenchon qui va venir, je crois. Barbecue végan. De ce qu'il a dit. De ce qu'il a dit. Après, on sait pas. Mais... Ça ferait peut-être l'occasion de t'expliquer avec lui, Yasser. Souvent, Mélenchon varie. Jean-Luc. Souvent, Mélenchon varie. Tu veux pas aller voir Jean-Luc à la fête de l'UMA, mon Yasser? Pourquoi pas, mais bon, c'est pas pour, ça sera pas un signe d'adhésion. Si ça me chante, ouais, j'irai le voir. Non, mais il est, c'est quand même quelqu'un qui a de la culture et tout. C'est quelqu'un avec qui il y a un plaisir à échanger. C'est vrai, c'est ce qu'a fait d'ailleurs. Tu sais que Rachida Dati a échangé pendant 1 heure sous une tente
lors de l'université d'été. Non mais je vous jure que c'est vrai. Pendant l'université d'été de la France Insoumise, Rachida Dati était invitée pour débattre et elle a discuté pendant 1 heure avec Jean-Luc Mélenchon. Tant que c'est pas une tente bédouine, ça va. Merci mon Yasser, à très vite. Merci mon Sofiane. Merci Sofiane, merci Mam. Merci Yasser, à très bientôt. Demain on est de retour les amis, merci Mam évidemment. Et merci Nadège, merci d'écouter France Maghreb 2. Et évidemment Nadège, les réseaux sociaux, le Grand Forum FM2, Twitter, Instagram, tout ça. On est là et à demain avec Emmanuel Dupuis et avec Anver de Santos. C'était l'émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Christophe Roux. France Maghreb 2.